Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, j'ai la joie, l'immense joie, de recevoir à ma table, dans mon salon en Bourgogne, mon ami Frédéric Costa, le fondateur de la maison Howards, 45 rue d'Amsterdam, dans le 8e arrondissement de Paris. Je précise l'adresse tout de suite parce que, comme il y a deux Howards à Paris, parfois il y a un petit peu une confusion. Donc, le Howards dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le Howards que moi j'aime, c'est celui qui se trouve rue d'Amsterdam, dans le 8e. Bonjour Frédéric, comment vas-tu mon ami ? Bonjour Hugo, merci de me recevoir chez toi. C'est une longue histoire entre nous déjà, hein. Ça fait une bonne dizaine d'années ? Exactement, une bonne dizaine d'années. Ouais. Ouais. Alors, ce qui est rigolo, c'est... Alors, bon, je ne vais pas te la faire à toi, parce qu'on se connaît bien. Juste avant l'émission, je suis allé fureter sur parisiengentleman.com, et parce que je ne me souvenais plus exactement du moment où on s'est rencontrés. Et le premier article que j'ai écrit sur toi, c'est le 2 janvier 2013. Alors, vous savez, écrire un article sur un gars, le 2 janvier... à l'époque où tout le monde est en train de se remettre du tsunami calorifique, vous savez, ce genre d'attaque de foie gras, de dinde et de marrons glacés et de bûches glacées, généralement le 2 janvier, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on récupère et on dort. Et moi, je suis allé publier un article sur mon ami Frédéric Costa. Ça vous donne un peu une idée de l'excitation que je pouvais ressentir à parler du travail de ce jeune homme. Est-ce que tu te souviens de ma première visite dans ta boutique ? C'était sans doute en décembre 2012, du coup. Ouais, je m'en souviens très très bien. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Je me souviens que tu as poussé la porte, Ouais. tu avais une veste gancée. Oui. De chez Chiffonelli. De chez Chiffonelli, ouais, Ouais. tu me l'as fait remarquer. Oui. Tu avais déjà la même coupe de cheveux. Oui. Et moi, je vois arriver un énergumène comme ça, à toute bombe, Oui. qui me dit vous savez qui je suis ? Je fais non. Enfin, vous êtes quand même le bienvenu. Oui. Mais justement, est-ce que c'est vous qui faites ces produits-là ? Tu me sors une cravate. Oui. Tu sais qui m'avait donné cette cravate ? Julien Scavini. Julien Scavini m'a dit, regarde ce mec-là, il fait des cravates incroyables, il faut que tu ailles lui rendre visite. Et donc, je m'étais exécuté. Et donc, je t'avais demandé si tu me connaissais, ce qui est un peu arrogant, mesdames, messieurs, je dois l'avouer. On n'est qu'en 2013, donc je suis encore un enfant. Parisian Gentleman a été créé en 2009, donc j'ai que 4 ans d'existence, mais je sens que quelque chose est en train de se passer autour de mon travail. Et toi, tu me dis, non, je ne vous connais pas. Ouais, enfin, voilà, moi, je me dis... je le connais pas, enfin en tout cas pas encore. Oui. Et puis tu m'expliques que voilà, tu es blogueur, que tu as créé un blog qui s'appelle Parisian Gentleman. Oui. Et tu me dis d'une façon un petit peu surprenante, est-ce que je peux bloguer sur toi ? Oui. Alors le tutoiement va très très vite. Oui. Je dis bon, Je t'avais tutoyé d'emblée. Hein. Quasiment. Ah oui. Quasiment. C'est dingue. Moi ça m'a pas franchement dérangé, je me suis dit pourquoi pas. Oui. Et puis j'ai vu que tu avais un œil un peu particulier, que tu voulais t'intéresser à mon travail. Je crois qu'on avait passé au moins 2 heures ensemble la première fois que tu as poussé la porte. Tu m'as dit mais c'est hallucinant ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais là ? Tu t'es perdu, qu'est-ce que tu fais là ? Vraiment tu comprenais pas ce que je faisais rue d'Amsterdam. Oui. Je t'ai dit voilà, moi j'ai ma petite histoire, j'ai créé cette société en 97 Oui. et je fais de mon mieux, j'adore ce que je fais et voilà mon travail. Oui. Et tu m'as dit écoute, ça va pas en rester là, je vais bloguer sur toi, je vais écrire ce soir ou demain et je vais te sortir du bois. Te sortir du bois. Me sortir du bois, ouais. C'est étonnant comme phrase. Et moi, je t'ai regardé, je me suis dit, quand t'es sorti, je me suis dit, bon, il est complètement dingue, ce mec. Bon, de toute façon, ça me coûte rien. Tu m'as dit, est-ce que je peux utiliser les photos qui sont sur ton site ? Oui. Oui, vas-y, pas de problème. Moi, de toute façon, j'avais tellement de boulot matin, midi et soir que, je vais pas dire que j'allais pas vérifier, mais j'avais vraiment autre chose à faire. Oui. Par curiosité, quand même, le soir, en rentrant à la maison, je dis à ma femme, j'ai un gars qui a poussé la porte, qui a un look un peu particulier, très très sûr de lui pour pas dire autre chose. Je vais quand même aller voir qui c'est parce que et puis je tombe sur toi, Parisian Gentleman, je commence à lire et je me dis mais il écrit bien, il écrit super bien et puis c'est sympa, ça parle de Charvet, de Chiffonelli, il a un avis très tranché dans le monde dans lequel on est qui me plaisait déjà un petit peu moins à l'époque, qui faisait la part belle au casual où il n'y avait plus vraiment de repères. C'est vrai. Je me suis dit tiens, ce mec-là il a des noisettes, comme on dit. Donc, il n'a pas peur de dire les choses et je vais le suivre. Je vais voir un peu ce que ça donne. Et puis voilà. Et puis le 2 janvier, comme tu dis... j'ai écrit cet article. Tu as écrit cet article. Je m'en souviens, c'était sur mes cravates self-pli, justement. Oui. Et c'était super élogieux. Et puis, c'était pas qu'élogieux, parce qu'à partir du lendemain, on a commencé à avoir beaucoup, beaucoup de monde en boutique. Et ça a été un vrai tsunami pour moi. D'accord. Et ça a été le début de ma notoriété, vraiment d'une sorte de reconnaissance. Moi, je l'ai vécu comme
comme un jeune cuistot à qui on décerne une étoile au guide Michelin. C'était vraiment ça. Tu passes de l'anonymat à des coups de fil, à des gens qui t'appellent d'un peu partout. Ouais. C'était très français, hein, très même parisien à l'époque. Mais on a vraiment senti un avant et un après. Ouais. Donc ouais, effectivement, tu m'as vraiment sorti du bois. Sorti du bois, c'est étonnant. Ouais. C'est pas une expression que j'utilise tous les jours. C'est tu vois, moi, elle est restée. Ça fait 10 ans, et je l'ai pas oublié. Je me suis dit sortir du bois, effectivement. C'est marrant. Alors depuis lors, on est resté bien sûr amis avec Frédéric. J'ai suivi ses progrès assez spectaculaires d'ailleurs, puisque je crois que je ne sais pas dans combien de pays tu expédies tes cravates et tes chemises maintenant dans le monde entier. Partout, ouais. Partout où livrent les transporteurs, on livre à peu près partout. Ouais. Et donc c'est étonnant parce que évidemment ça nous fait plaisir. Je ne veux pas vous mentir, on n'est pas en train de dire on fait ça juste pour la forme. Non, c'est bien quand on se passionne pour quelqu'un, quand on se passionne pour un travail, quand on se passionne pour des gens qui font le travail de la bonne manière, avec des artisans, etc. Bon, c'est notre sacerdoce, c'est ce qu'on fait tous les jours avec Sonia. Mais en plus, avoir la joie de recevoir un feedback comme celui-ci, même 10 ans après, ça nous fait chaud au cœur parce que, tu sais, en 2013, on est déjà assez gros parce qu'en fait, je vais t'expliquer, le secret de Parisian Gentleman, c'est quoi ? J'ai quelqu'un de ma famille qui me disait toujours, si tu veux réussir dans la vie, Hugo, fais quelque chose que les autres font pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait avec PG à l'époque ? On a rempli un vide. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de choses. Il y avait Dandy Magazine, il y avait Monsieur un petit peu, mais c'est la presse traditionnelle. Et puis il y avait quelques forums, mais il n'y avait pas de blog à proprement parler. Il y avait Simon Crompton en Angleterre, je crois, a commencé 2 mois avant moi, mais lui était très axé sur Londres et uniquement sur tout l'art sartorial britannique. Et donc je pensais qu'il y avait une place à prendre, mais moi je l'ai fait par passion, tout simplement. Et je n'avais pas en 2009 l'idée de ce qu'allait devenir. Et donc, en fait, on s'est rendu compte assez vite qu'on remplissait un vide. Et c'est ce qui s'est passé pour toi. C'est-à-dire que quand on était à l'affût de tout. On voulait absolument découvrir les fabricants de chemises, les fabricants de cravates, les fabricants de costumes, les tailleurs, etc. Et quand on trouvait une pépite comme ça, eh bien, on se jetait à corps perdu dessus et de manière absolument non commerciale, on disait voilà, on va aider ces gens-là parce qu'ils ont besoin d'être protégés. C'est ce qui s'est passé pour toi. Et je te remercie de nous rendre cet hommage parce que pour nous, c'est important. Pas en termes de ça ne flatte pas mon ego particulièrement, même si ça me flatte un tout petit peu, évidemment. Mais c'est surtout cette idée-là que ce qu'on fait a un peu de sens. Et aujourd'hui, on s'en rend compte de plus en plus. Il y a beaucoup de jeunes gens qui commencent à nous suivre. Et ils ne nous suivent pas seulement pour le vêtement, ils nous suivent au-delà du vêtement. C'est-à-dire pour cet état d'esprit qui consiste à dire, aujourd'hui, on est en train de tout aplatir, de tout écrabouiller, tout est égal à tout est horizontal. Eh bien non. Aujourd'hui, on pense, nous, qu'il y a encore des histoires entrepreneuriales formidables. Il y a encore des gens qui se dévouent corps et âme à une idée, à une conviction qui est, ce qui nous réunit, c'est l'élégance. Rajouter un peu de beauté, un peu d'élégance dans la vie des gens. Et c'est quelque chose pour nous qui est très important. Petit point d'histoire, ce jeune homme, qui a un peu vieilli depuis, il a 10 ans de plus, mais tu étais vraiment un gamin, je me souviens à l'époque. C'est pour ça que je t'ai dit tu, il me semble. Parce que c'est pas mon habitude de tutoyer tout de suite, mais je pense le courant passait entre nous. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'il a une histoire qui est assez inspirante. C'est que Frédéric, d'après ce que je sais, est une forme d'autodidacte, en tout cas dans le monde sartorial. Tu as tout appris sur le tas par toi-même, parce que tu te destinais à l'époque à devenir mécanicien en Formule 1. Raconte-nous rapidement cette histoire. Donc tu fais un BEP, un CAP de mécanique, c'est ça? Parce Exactement. Que l'école, tu avais un peu la bougeotte. J'avais la bougeotte, je cherchais du concret. Ouais. Et en fait, le concret, pour moi, c'était la voie professionnelle. Oui. Donc mes parents l'ont compris très tôt, m'ont laissé faire ce que j'aimais. Oui. Et à ce moment-là, c'était l'automobile. D'accord. Donc, j'envisageais, moi, un futur en tant qu'ingénieur automobile, plutôt sur des choses très, très, très pointues, donc la Formule 1. Ouais. Et j'ambitionnais de rentrer chez Ferrari, justement. D'accord. Tu sais que c'est un rêve pour beaucoup de gamins qui vont en mécanique, pour eux, c'est la Formule 1. Et toi, tu as passé le concours? J'ai passé le concours chez Renault, j'ai passé le concours chez Ferrari. Et tu as été pris chez Ferrari? Et j'ai été pris chez Renault et chez Ferrari. En F1? En F1. Ouais. Et Renault, c'était pas très loin, c'était à Ivry. Ouais. Mais je préférais Ferrari qui était à Modène. Bien sûr. Mais bon, ça voulait dire qu'il fallait déménager, que ça voulait dire qu'il fallait laisser, entre guillemets, future femme et papa. Qui était encore au lycée à l'époque. Qui était au lycée, parce qu'on s'est rencontrés très très tôt. Ouais. Et voilà, et puis bon, j'ai des racines italiennes avec un papa rital et une maman aussi à moitié italienne. Ouais. Et je pense qu'au fond de moi, j'avais pas forcément envie de tout laisser pour ça. Donc, ça veut dire que tes parents, ils t'ont dit c'est peut-être mieux que tu restes un peu aussi parce que ton. Mes parents, ils ont fait carrément mieux que ça. Ils ont trouvé un fonds de commerce rue d'Amsterdam. Ils étaient malins. Ouais. Et ils se sont dit tiens, il y a une boutique, on va essayer de caser notre gosse dedans. Voilà. Et la boutique dans laquelle tu es encore aujourd'hui. Exactement. Ouais, c'est celle-là. Cette histoire-là, c'est que au moment où tu vas
pour partir. Quasiment, parce qu'en fait, moi, la boutique, ils l'ont repris au mois d'avril. Ouais. Ma mère est passée rue d'Amsterdam, elle a vu un panneau Bail à céder sur une agence immobilière. Ouais. Elle me dit, Fred, il y a une boutique rue d'Amsterdam, Bail à céder. Ouais. On aimerait bien la prendre avec ton père, simplement, on n'a personne à mettre dedans. Ouais. Moi, je leur dis, écoutez, moi, si vous voulez, je peux la tenir. Si vous trouvez quelqu'un, après, vous faites la liaison, etc., la jonction, et puis moi, je vais continuer. Parce que tes parents, à l'époque, étaient vendeurs de chaussures. Voilà, exactement. Mes parents, ils avaient une boutique de chaussures, qu'ils ont toujours d'ailleurs, mais ils ne travaillent plus, ils sont retraités, passage Choiseul. Donc pas très très loin. Et une autre rue Lafayette, mais enfin bon, qui était plus sur la chaussure. Ouais. Et du coup, on se retrouve là-dedans, à se dire, il y a une boutique, mais je pense que en dessous de ça, ma mère avait bien combiné son truc. Elle s'est dit, si je peux garder mon petit bonhomme, entre guillemets, proche de moi, je le colle là-dedans. Donc ça veut dire, en gros, tu décides de ne pas aller dans l'équipe de Formule 1 à Modane, qui est un peu un crève-cœur pour toi à cette époque-là, j'imagine. Mais ça s'est fait progressivement. Ils ont signé en avril, ils ont fait des travaux au mois de mai. Les travaux étaient finis au mois de mai. Je me souviens, je passe devant en scooter avec ma femme derrière qui sortait du conservatoire. Elle me dit, mais tu vas quand même pas travailler dans une boutique, c'est pas ton truc, tu vas pas tenir en place là-dedans. Enfin, genre, tu vas mourir, c'est pas possible. Et puis tu sais, c'était une boutique tout en bois, fait à l'ancienne, vraiment une boutique de cravate. Ça allait s'appeler l'univers de la cravate, le truc. L'univers de la cravate. Et je lui dis non, je t'assure et tout. Moi, je vais travailler. Là, on est en 1900. Là, on est en 97. 97. En 97, on est un an avant la Coupe du Monde en France. Vraiment. Oui. Et moi, au fond de moi, j'avais déjà fait 4 ans chez BMW. J'avais quand même la fibre un petit peu entrepreneuriale. J'avais au fond de moi envie de faire déjà les trucs par moi-même. Je savais ce que c'était d'avoir un patron. J'avais été apprenti, donc je savais ce que c'était de recevoir des ordres. J'avais déjà envie de les donner moi-même plutôt que de les recevoir. Bien sûr. Donc, si tu veux, j'ai déjà un caractère bien trempé. Je sais déjà ce que je veux. Et je me dis, pourquoi je ne travaillerais pas en famille? Je vais leur tenir leur boutique, moi. Je vais essayer de faire quelque chose là-dedans. Et le déclic se fait, si je me souviens bien, bon, il ne le sait pas, mais je suis son biographe non officiel. C'est-à-dire je pourrais écrire la biographie de Frédéric Costa tout seul, parce que je connais bien sa vie, on en a parlé de longues fois, et je trouve ça assez fascinant qu'un gamin qui fasse un BEP, un CAP de mécanique, puis un bac professionnel, qui travaille chez BMW à faire des révisions de moteurs, en gros c'est ce que tu faisais chez BM, qui est pris, qui atteint son rêve d'être pris chez Ferrari, et qui d'un seul coup, pour des histoires familiales, mais aussi une fibre entrepreneuriale, décide d'ouvrir une boutique rue d'Amsterdam. Et le déclic se fait, si je me souviens bien, quand tu vas avec ton frérot, qui est déjà un peu dans le métier, et qui t'emmène à Côme pour voir les usines de cravates. Et là, tu te trouves dans un océan de soie. Exactement. C'est un choc. C'est un choc. Il faut imaginer, à l'époque, pour la faire courte, qu'il n'y a pas de vol low cost, donc on voyage de nuit, on prend le train. Les trains de nuit. Le train de nuit, là, un petit peu le train, c'est un peu sur la même gare que pour venir ici, donc c'est des souvenirs qui remontent. Et donc on part de nuit, on a, je ne sais plus, 10 ou 11 heures de train pour arriver à Stazione Centrale de Milan. On arrive très très tôt, et puis là c'est encore un autre train, 45 minutes pour aller sur le lac de Côme. Et là, clairement, moi, je suis éclaté. J'y vais au départ pour donner un coup de main à mon frère. Clairement, à porter, il a besoin de bras parce que les cravates, on les met dans des sacs et on les ramène. Pour porter les bagages, en gros. Pour porter des bagages. Et il me dit, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai 5 ans de moins que lui, donc je ne peux pas discuter. Puis moi, je suis en vacances déjà, on est fini, quoi. Vous voyez et au final, je me retrouve à me dire, je vais me mettre dans un coin, dans cet atelier, je vais me mettre dans un coin, il m'ouvre une pièce et en fait, il n'y a que des ascottes et des foulards en soie sur une table qui est gigantesque, ça sent bon la soie. Et je me dis, c'est magnifique ici. Et je commence à me rendre compte un petit peu de tout ce qu'il y a autour de moi. Puis après, je vois les ouvrières qui travaillent, qui montent des choses à la main. Et ça m'interpelle. Et je me dis, mais il y a quelque chose derrière. Il y a vraiment de l'humain, il y a de l'authentique. Et ça commence comme ça. Et là, tu chopes le virus. Mais il y a une odeur, il y a quelque chose, je ne sais pas comment t'expliquer. Moi, je sais. Elle est toujours présente, cette odeur-là. Je la connais bien. Et je la sens encore sur mes produits aujourd'hui. D'ailleurs, à chaque fois que je reçois quelque chose, j'ouvre et je sens. C'est la même odeur. Je la connais bien. Tu sais, moi, j'ai des histoires. Par exemple, j'étais chez des cravatiers, alors chez Marinella, chez Marino, chez Calabrese, tous les gens que tu connais en Italie, etc., qui font de l'excellent travail, qui sont des cravatiers, qui sont des usines de cravates, littéralement, font des ateliers de cravates. Et on a, avec Sonia, toujours la même idée, c'est sur ça. Quand tu vas et tu vois un océan de soie, ça sent. Effectivement, ça sent bon. Et puis surtout, il y a une espèce de... Je ne sais pas, il y a comme presque une musique. Comme si ces choses, elles parlent. Alors, il y a un va dire, mais de quoi il me parle, Jacomet? Il me dit que la soie, elle parle. Il a dû trop boire du Bourgogne pendant le repas. On n'a pas bu, on a été très sobre jusqu'à présent, parce que généralement, on ne boit pas avant d'enregistrer. Par contre, après, je pense qu'on va ouvrir une bouteille de champagne. Et donc, mais on a toujours cette notion-là. On a vécu exactement ce que tu vis. C'est-à-dire...
wow, il y a une espèce de presque une musique, et quand cette opulence de couleurs, le toucher est absolument invraisemblable, et là on se rend compte que là on rentre dans un univers pas inconnu, mais je préfère le mot insoupçonné. Exactement. Et c'est ce qui nous est arrivé à tous, c'est-à-dire qu'on ne soupçonnait pas que derrière un objet aussi simple qu'une cravate, qu'une pochette en soie, et on va y venir plus tard qu'une chemise, il y a tout un artisanat, il y a tout un savoir-faire, il y a tout un tas de gestes qui sont immémoriaux et qui ont vraiment du sens. Et ça, c'est presque comme si visiter ce genre d'atelier, on l'a fait, nous, vous savez, mesdames, messieurs, pendant presque 3 ans pour les besoins de notre livre Italian Gentleman, eh bien, ce que je dirais aujourd'hui, et sans être très lyrique, c'est que quand on visite tous ces ateliers, des plus pourris au plus luxueux, eh bien, on gagne un peu en humanité. Parce qu'on retrouve, on se dit, tiens, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens derrière les produits que je porte. Il y a de l'humain derrière un bout de soie. C'est pas qu'une marque. C'est-à-dire qu'on est un peu lobotomisé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on achète une marque, un logo, etc. Mais on ne se pose même plus la question de savoir s'il y a des gens derrière, en dehors des ateliers qui sont à 8000 km et qui font travailler des gosses. Et donc, cette impression-là, je la connais bien, Frédéric, et je comprends tout à fait ce qui t'a animé. Et donc, tu rentres à Paris avec des sacs de sport, avec des sacs de sport, plein de cravates. Ouais. Et on ouvre cette fameuse boutique rue d'Amsterdam. Ouais. Et donc, je me retrouve, moi, à 19 ans et demi, à enlever du papier craft un dimanche soir. Ouais. Et à me dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai accepté? Je vais me retrouver face aux gens. Oui. Moi, je ne suis pas commerçant. Je ne sais même pas comment on tape sur une machine carte bleue à montant. Je n'ai jamais rien vendu de ma vie. Oui. Qu'est-ce que je fais là? Moi, si on m'aurait parlé de je sais pas, moi, de trouver une panne sur un système ABS ou de régler une injection, ça me parlait. Bien sûr. Mais alors là, c'était pas du tout mon monde. Mm. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Et en fin de compte, le rapport humain. Ouais. J'ai envie de faire plaisir. Ouais. Et cette histoire des Espagnols qui passent à 9h30, alors raconte-moi. Ah bah ça, c'est ma première vente. Ouais. Donc ça, ma première vente... T'es même pas ouvert, hein? Ah non, je suis pas ouvert. On est dimanche soir, je me souviens, il y a ma belle-sœur Virginie, il y a mon frère qui est là en train de donner un coup de main, mes parents. Ouais. Tout le monde essaye de faire quelque chose. On accroche des cravates sur les tiges. Tout le monde, enfin, on a une espèce de petit stress. Hein. Ouais. La machine carte bleue est pas branchée. Enfin, vraiment, on est en train d'enlever les poussières. On ouvre le lendemain. Ouais. Et moi, je me dis, bon, je vais mettre des cravates en vitrine. J'ai une petite vitrine et tout ça qui est toujours la même d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, et je pose 2 cravates en vitrine, et là, il y a 2 Espagnols qui passent. Il est quelle heure? Il est 21h30. Ah oui, donc il est tard. T'es pas ouvert là? Non, je suis pas ouvert, non. Bah, on prépare le soir, la nuit, comme on pouvait, quoi. Ouais. Et les nanas tapent à la porte, disent, vous êtes ouvert? Moi, je fais, bah oui, effectivement, s'il faut ouvrir, j'ouvre. Moi, je vous vends à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. J'avais compris comment ça fonctionnait déjà, le commerce. Et du coup, les nanas me disent, mais ces cravates-là sont à vendre? Je fais, oui, combien vous les vendez? 129 francs. Ouais. D'accord. On était en francs, bien sûr, en 97. Et ben, je lui dis, ouais, il y en a 2, donc ça fait tant. Ouais. Et donc voilà, donc c'est. Et raconte-moi l'histoire de la machine à carte bleue. Tu l'avais acheté d'occasion à un restaurateur chinois, c'est ça? Ouais, exactement. Alors ça, c'est des petites anecdotes. Si les gens, ils vont nous prendre pour des fous, Hugo. Mais enfin bon, c'est vrai que c'est vrai que on faisait super attention à chaque dépense. Mes parents étaient commerçants, on a été élevés comme ça. Ouais. Et ma mère m'avait dit, il faut qu'on achète une machine carte bleue, mais ça coûte cher. La banque, s'ils nous la louent, ça coûte cher aussi. Ouais. Je fais, t'inquiète pas, maman, moi j'ai une combine. Je connais un restaurateur chinois. Ouais. Je lui fais sa révision gratos, il m'offre une de ses machines carte bleue. Donc j'avais réparé sa BM gratos, et il m'avait donné une de ses machines carte bleue. Voilà. Alors je l'avais un peu désinfecté, parce que ça sentait le NEM un peu. Ça sentait un peu l'huile de NEM et compagnie. Ouais. Mais j'ai tapé mon premier montant là-dessus, j'ai bien fait gaffe à bien mettre les zéros au bout pour mettre les centimes, etc. Bien sûr. Mon ticket est sorti, voilà la première vente. Voilà. Et incroyable comme histoire. Sympa. Et alors ça me touche particulièrement. Alors pour ceux d'entre vous qui sont nés, qui n'ont pas connu le franc, alors je sais qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui, je crois que c'est en 2002, au 1er janvier 2002 qu'on a switché sur l'euro. 129 francs, ça correspondrait à 20 euros, 25 euros, mais à remettre dans le contexte de l'époque. C'était déjà une certaine somme pour les gens qui achetaient des cravates. Alors donc, tu ouvres cette chose-là et évidemment, tu te rends compte très très vite que pour vendre des cravates, c'est peut-être pas plus bête de vendre aussi des chemises parce que c'est un couple quasiment inséparable. Exactement, inséparable. Et il se trouve que ne serait-ce que dans le display, dans la présentation, on avait utilisé mes propres chemises. Oui. On avait acheté des mannequins. Tu as tes chemises personnelles? Mes chemises personnelles. Oui. Alors à moi, à 19 ans, j'avais pas des chemises non plus. C'était pas Charvet et compagnie. Hein. Moi, je connaissais pas du tout ce monde-là. Hein. Bien sûr. Donc ma mère m'avait dit, tiens, mets tes chemises, mets les cravates dessus, ça va aider les gens. Oui. Et puis fréquemment, j'ai des gens qui rentraient qui me disaient, vous la vendez cette chemise? Et moi, j'étais en train de me dire, mais c'est ma chemise, ça. C'est-à-dire que... Est-ce que ça t'est arrivé de vendre ta propre chemise? Bah ouais, toutes. C'est pas vrai. Bah ouais. Je les ai vendues. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas dire non aux clients. Bien sûr, bien sûr. Donc je les ai vendues et puis je me suis dit, très très vite, mais je veux dire, en une semaine, j'ai compris qu'il fallait que je fasse autre chose. Bien sûr. J'ai dit, la chemise... voilà, elle marche avec la cravate. Ouais. Je ne peux pas faire autrement. Bien sûr. Et puis je voyais dans les yeux des gens
qu'ils avaient besoin de conseils. Ouais. Qu'ils arrivaient déjà dès le départ en 97 en me disant vous êtes une boutique d'accessoires, qu'est-ce que je peux mettre avec ça? Je ne sais pas quoi mettre. Ouais. Donc moi, dès le départ, j'ai tout de suite eu une assurance folle parce que j'en savais déjà plus que les autres, parce que les autres n'en savaient rien du tout en fait. Bien sûr. Tu vois, donc j'étais un petit peu le borgne au royaume des aveugles. Ouais. Et je me suis dit, bon, écoute, moi j'ai été à Côme, j'ai vu 2-3 choses, je vais leur raconter. Ouais. Et ça a plu. Évidemment. Parce qu'en fait, je leur ai raconté des histoires d'humains, des histoires réelles et des histoires authentiques. Et déjà, à cette époque-là, ils n'en avaient pas d'histoires authentiques. Mais alors, pour se lancer dans le monde de la chemise, c'est pas fastoche, quoi. Enfin, c'est pas facile quand tu viens de nulle part. Tu vends vaguement quelques cravates. Enfin, t'es pas connu du tout dans ce monde-là. Comment tu fais? Parce que moi, je connais un tout petit peu ce métier-là, surtout en Italie. Ils n'ont pas tendance à t'ouvrir les portes directement quand tu es un petit prescripteur, parce qu'ils te mettent des quantités minimum de tissus, il faut que tu trouves une usine. Raconte-nous rapidement, en 3 minutes, comment ça s'est passé. Comment tu t'es débrouillé pour faire ta première gamme? Alors, je crois que tu as commencé en France, d'ailleurs. Exactement, ouais. Donc, tu as pris le bottin. On a pris le bottin. Et dans le bottin, on regardait les fabricants de chemises. Ouais. Et en fait, alors le bottin, pour ceux qui n'ont jamais vu un bottin, c'était les gros annuaires. Alors je crois que ça existe encore. Non, il me semble que la Poste a arrêté de les distribuer l'année dernière, mais c'était des trucs qui rentraient dans aucune boîte aux lettres et qui c'était d'une lourdeur incroyable. Mais à notre époque, c'était notre Google à nous. Ah, c'était les pages jaunes. C'était Google. Il y en avait 2. Ouais, c'était les Google. C'était on regardait cravate, fabricant, chemise. Exactement. Et donc tu as trouvé un premier fabricant en France. En France, qui était du côté de Créteil ou Maison Alfort ou quelque chose comme ça. Ouais. Le gars, il passait avec sa petite camionnette et il m'a dit je peux travailler pour vous, j'ai des patronages, j'ai des choses. Et il m'a un petit peu, mis le pied à l'étrier. Il m'a dit moi, il me faut des tissus, il me faut des boutons, il me faut des plastiques, il me faut des barres de colle, il me faut ci, il me faut ça. Ouais. Je me suis dit moi, j'ai pas de problème, mais il faut juste m'aider, me dire où est-ce que je trouve des tissus, où est-ce que je trouve des boutons, etc. Des épingles. Ouais. Et il m'a dit adressez-vous à telle société qui fait des cotons. D'accord. Et puis j'ai commencé comme ça. Donc j'ai commencé à acheter. On m'a dit monsieur, on vend 30 mètres. Mais je dis, mais 30 mètres, on fait quoi avec 30 mètres? Il faut à peu près 2 mètres pour une chemise. Vous allez faire 17 chemises, 16, 17 chemises. Ah oui, Et puis c'est parti. Et puis, ça, c'était en Italie où tu achetais le tissu? Non. Alors les tissus, ils étaient français à l'époque. Oui, d'accord. Il y a une société qui s'appelait la SIAT, qui était, je pense, vers la région de Strasbourg. Je ne suis pas sûr exactement, mais je pense que c'est dans ce coin-là parce que ça remonte à longtemps. C'était la seule boîte française qui vendait des tissus. Alors c'était des fils simples à l'époque. Ils n'avaient pas du tout de double rotor, de choses comme ça. C'était un moyenne gamme. Mais ça faisait l'affaire, ils faisaient des collections, ils présentaient sur les salons, etc. C'était encore une époque où il y avait 2-3 trucs en France. Ouais. Alors moi, ce que je retiens déjà de tout ça, on fait un premier petit arrêt, mais c'est absolument génial. Vous voyez, je pense que cette notion de courage et de persévérance est une petite folie quand même. C'est-à-dire que, un petit peu de peur de rien et avancer dans la vie. Je pense qu'il y a toujours... Alors, évidemment, on pourrait dire, c'est en 97, les choses étaient peut-être plus faciles à cette époque-là. Non. Moi, je peux vous le dire, ce n'était pas beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Je pense même qu'en l'occurrence, c'était même un petit peu plus dur parce qu'il n'y avait pas l'Internet, c'était difficile de se faire connaître. Mais c'est toujours très encourageant. J'adore ces histoires d'entrepreneuriat, moi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à en retenir pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Mais également, ça peut donner des idées et de l'énergie à beaucoup de gens en se disant, Frédéric, il l'a fait, il est parti de rien, littéralement, il ne connaissait pas grand-chose, et tu t'es formé sur le tas, tu as rencontré des gens, tu as quand même eu des gens qui t'ont aidé, j'imagine, qui t'ont chaperonné, qui t'ont enseigné un tout petit peu le métier, qui t'ont passé un petit peu leur savoir, mais je pense que c'est une histoire, comme tu dis, d'énergie. Je pense que si tu as quelque chose au fond du cœur, les gens, ils restent pas, ils peuvent... Moi, je n'hésitais pas à demander de l'aide. Si tu veux, tous les après-midi, je prenais ces fameuses pages jaunes, je téléphonais à des gens, de temps en temps, on prenait pour un fou. Tu sais que j'ai appelé Jean-Claude Colban, le patron de Charvet. Je lui ai dit toute l'admiration que j'avais pour lui très très tôt, que je voulais le rencontrer. J'hésitais pas. Mais les gens, au départ, ils te prennent pour un fou. Mais si tu veux, quand il te dit non, finalement, il n'est pas fou, il est passionné. On va l'aider, le gamin. Bien sûr. Et en fait, tu as juste envie de progresser. Donc tu leur dis, écoute, donne-moi la main, j'ai envie de progresser. Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le mec, il va t'aider. Je suis d'accord. Tu vois, que ça soit Colban ou Maurizio Marinella ou Michael Drakes à l'époque. Bien sûr. Et après, par la suite, les histoires avec Charles Hill et Michael Hill et tous ces gens-là dans la cravate, etc. Donc, au départ, c'est des idoles. Au final, ça devient des amis. Bien sûr. Puisque finalement, on a une passion commune. Et on se rapproche les uns des autres. Et finalement, aujourd'hui, on me téléphone, on me demande des coups de main. Je les donne aussi. Je sais que il faut toujours tendre la main à tout le monde si tu veux aussi qu'on t'aide. Et donc, après Maison Alfort, assez vite, je crois, on ne va pas faire tout ton historique parce que tu as rencontré beaucoup de gens, tu as fureté beaucoup, je te connais, tu as tendance à aller fouiller partout, à te renseigner partout, à trouver les meilleurs faiseurs, les meilleures fabriques de tissus, de soie, etc., etc. Mais donc,
aujourd'hui, tu fabriques donc tes chemises en Italie. Exactement. Ouais. Alors, comment tu as rencontré ton usine? Enfin, j'imagine c'est une longue histoire, mais c'est toujours cette obsession d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur. Exactement, parce que si tu veux, sur le savoir-faire, plus tu avances, plus tu apprends. En fait, tu apprends ton métier et tu te rends compte que tu deviens de plus en plus exigeant. Donc moi, mes références étaient françaises et parisiennes. Donc je me souviens qu'à cette époque-là, si tu veux, pour me former, pour me faire un peu l'œil, comme on dit, je regardais les vitrines de mes concurrents. Donc j'en étais même obsédé, ça faisait peur dans ma famille. On me disait, mais tu vas où, Fred? Je disais, non, je vais faire les vitrines. Souvent le soir, après le boulot, même la nuit. Donc voilà, la nuit. Même la nuit, je me faisais un grand tour. J'habite toujours d'ailleurs dans le centre de Paris. Donc j'avais tout ce qu'il fallait autour de moi. Et mes références, c'était les Figaret, c'était les Charvet. Donc je passais par la place Vendôme. Et voilà, j'essayais, si j'avais pu les faire parler, ces chemises-là, leur dire comment vous êtes faites, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. J'aurais bien aimé qu'elles me répondent. Et en fait, je formais mes yeux, en fait, si tu veux, à plein de petites choses qui, par la suite, sont devenues des indispensables pour moi. Alors, je vais te raconter une petite histoire qui va te faire rire, dans le même état d'esprit. Lorenzo Cifonelli, quand même, qui a un nom important dans le monde tailleur, surtout aujourd'hui, mondialement célèbre. Un jour, on est en 2015 ou 16, je crois, je l'invite à Barcelone, parce qu'on est invité par un club de gentlemen à Barcelone, dans un club privé, et on fait une conférence. Donc j'emmène dans mes bagages Pierre Cortet, Lorenzo Cifonelli, moi-même, et il y avait un journaliste qui nous interrogeait sur l'artisanat français. Et après, je dis à Lorenzo, est-ce que tu as déjà vu la Sagrada Familia, la cathédrale de Barcelone, qui est complètement dingue et complètement baroque, et c'est un des monuments les plus spectaculaires au monde. C'est vrai. Et donc, on ouvre la partie avec Pierre Cortet, ma femme, moi-même, et Lorenzo. Et à un moment, on regarde la Sagrada Familia, et on est complètement éberlué, et je vois Lorenzo, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de regarder une vitrine. Je dis, mais attends Lorenzo, tu as la cathédrale de Barcelone devant toi et tu regardes une vitrine. Et le mec était obsédé parce qu'il était en train de regarder, un des plus grands tailleurs du monde, c'est en train de regarder un magasin de prêt-à-porter de vestes. Et il ne pouvait pas décoller ses yeux parce que je ne sais pas ce qu'il trouvait d'intéressant. Il regardait de travers, il prenait des photos, etc. Voilà, c'est la même histoire que toi. C'est-à-dire qu'il était obsédé par son travail et par le fait de faire avancer le schmilblick en permanence. En permanence. Voilà. Et donc, alors... Maintenant, ça, c'est un peu l'histoire des origines de la maison Howards. Puis après, donc, l'arrivée du gars qui dit « je vais te sortir du bois ». Puis après, tout ça se développe. Tes gammes de cravates, tes gammes de chutes. Alors aujourd'hui, Howards, ce qui est très intéressant, c'est que tu t'es constamment développé. C'est-à-dire que tu as commencé avec les cravates. Très vite, tu as vendu des chemises. Après, ton idée d'aller acheter des cravates et de les revendre, ça ne te plaisait pas. Donc, tu as cherché un moyen de faire tes cravates toi-même. C'est ça l'histoire? Très rapidement, ouais. C'est-à-dire au bout de pratiquement de quelques mois, c'est ça? Quelques mois, Je ne tiens pas en place de toute façon. Donc, et puis c'est surtout que je ne peux pas me contenter de prendre un produit, de le réétiqueter, de le vendre chez moi. Ce n'est pas quelque chose qui me parle. J'ai besoin un petit peu comme ce que je faisais en mécanique, de mettre les mains dedans, de comprendre ce qui se passe et de pouvoir justement y mettre un petit bout de moi. D'accord. Et donc, tu commences avec les cravates, très vite tu fais les chemises, donc tu deviens un spécialiste de la chemise, on peut dire ça, à Paris, tu fais partie des boutiques, on va dire, pas importantes en termes de volume, mais pour les connaisseurs pointus, ils aiment bien venir chez toi, parce qu'en plus, tu as toujours été très soucieux du rapport qualité-prix. Je crois que c'est quelque chose qui fait un peu ta signature. Parce qu'évidemment, quand on parle de Charvet, quand on parle de ces gens-là, bon là, on est sur le très haut de gamme, et toi, tu as toujours eu ce souci d'être à la fois très fort en qualité, mais toujours d'avoir le prix mesuré. Est-ce que je me trompe en disant ça? Mais c'est quelque chose qui pour moi a toujours été essentiel. Je suis dans un coin d'un point de vue immobilier qui est entre guillemets moyenne gamme. Je ne suis pas sur une rue numéro 1, donc je ne suis pas rue de la Paix, je ne suis pas place Vendôme. Bien sûr. Donc dès le départ, je me suis dit si je veux travailler, il faut que je sois accessible, entre guillemets. Maintenant, quelque chose qui est accessible, qu'on explique aux gens, on va bien le vendre. Si demain je commence à dire voilà, je vends mes chemises 500 € rue d'Amsterdam, j'aurai moins de monde. D'accord. Tu vois, donc voilà, moi je voulais muscler le produit, qu'il soit extra musclé, et derrière je m'appuyais sur mes connaissances et surtout le fait de transmettre aux gens un savoir qui fait qu'ils allaient pouvoir apprécier le produit à sa juste valeur. Et c'est ça un peu ta signature aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le petit monde sartorial, il y a un dicton qui dit quand on rentre chez Howard et chez Frédéric Costa, on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on ressort. C'est toujours vrai, ça. C'est vrai, je pense que ça fait partie, ça doit faire partie de ma personnalité. Si la personne a envie d'échanger, de partager,
Je t'ai envoyé récemment un gars pour faire son premier costume, puisque maintenant aussi tu fais du costume sur mesure, on va y venir très précisément. Et c'était la semaine dernière, hein, je peux le dire. C'est quelqu'un du Québec et qui m'a dit « Ah, j'aimerais bien faire mon premier costume mesure, etc. » Et j'ai dit « Bon, va chez mon copain Howard, parce que c'est un garçon assez raffiné, un écrivain. » Et après, il m'a appelé, il m'a dit « Bon, écoute, j'ai la tête qui tourne. » J'ai passé 2h30 chez Frédéric Costa et quand je suis sorti, j'avais l'impression d'avoir fait un marathon. Il s'imaginait pas le monde qui était derrière le costume sur mesure, et on va y venir. Donc aujourd'hui, Howard, c'est quoi? C'est produit central, on va dire la chemise, ça reste un peu ta spécialité. Puis tout ce qui est accessoire avec des merveilleuses cravates dont on va parler assez rapidement. J'en porte une d'ailleurs, tiens, aujourd'hui. Elle est magnifique. Alors, il n'y a pas de triplure dans celle-ci. Elle est non doublée. Un petit peu de triplure, elle est sur le dessus. Ouais, sur le dessus. Ouais. Sur le dessus, c'est extrêmement léger. Ouais, c'est une selle pli non doublée. Regardez, mesdames, messieurs. Regardez la qualité de cette chose-là. Alex, qui est derrière la caméra, il a mis les mains sur cette cravate. Il s'est dit « Oh putain !» Il a dit exactement. Je cite, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis. « Oh putain !» il a dit. Mais c'est vrai que c'est absolument génial. Sonia, tu peux rentrer pas de problème. Si vous entendez une petite porte qui claque, c'est mon épouse qui rentre dans le studio de tournage. Et donc, ça, c'est les cravates. Donc, les chemises, on l'a dit. Et depuis peu, depuis 2 ans, 3 ans 3 ans maintenant. Depuis 3 ans maintenant, tu t'es dit, et après tout, j'ai des connaissances très, très, j'allais dire, panoramiques dans le monde de l'élégance masculine. Ton développement naturel, ça a été de proposer du costume sur mesure. Alors, raconte-nous cette conversion ou cette expansion de la cravate, puis la chemise, puis les accessoires, et maintenant, aujourd'hui, les costumes. Pourquoi tu as pris cette décision ? Je ne saurais pas dire si c'est par hasard ou pas. Ouais. Je pense qu'au départ, c'est une idée de ma femme, un lundi soir. D'accord. Qui me voyait faire un peu la tête à la maison, comme ça. On travaille tous les deux dans le salon, chacun sur nos ordis, très très tard. Et elle me dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et je lui dis, tu sais, la cravate, les gens, ils en mettent de moins en moins. Les chemises, c'est bien, mais j'ai fait le tour. Elle me fait, pourquoi tu ne te lances pas un nouveau défi? Pourquoi tu n'irais pas sur le costume? Je lui dis, parce que tu sais, ce n'est pas mon truc. J'aime bien être légitime. Je ne suis pas tailleur. J'aimerais bien faire une école, mais l'école des tailleurs avait fermé déjà. La fameuse école avec M. Gilson. Ah non, Maître Gilson. Etc. Sûr, donc à Paris, l'académie, il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. Sinon, je suis obligé d'aller en Italie où je connais masse de gens, mais ça veut dire se former, etc. Les débouchés sont super limités. Il y a la grande mesure, mais bon, il va falloir 20 ans. Il y a Lorenzo, il y a Camps de Lucas, il y a des gens déjà qui font très très bien ça. Et puis, je ne voyais pas le débouché, à part la demi-mesure. Mais je n'avais pas envie de faire comme tout le monde. Parce que je ne suis pas comme tout le monde finalement, et je n'ai pas juste envie d'apporter un cintre et une nouvelle housse au marché. Bien sûr. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai un copain qui a organisé un trunk show à l'étranger, avec une boîte italienne, et qui m'a dit, écoute, moi j'organise un truc à Varsovie. En Pologne, à Varsovie. Et il me dit, c'est mercredi, si tu veux, t'as qu'à venir. D'accord. Et alors, et là en fait, je parle avec ma femme et je parle en même temps avec ce copain-là. Je sais que c'est pas poli, mais je fais les deux choses en même temps sur Messenger. Et il me dit, en fait, c'est à Varsovie, et c'est mercredi, t'as qu'à venir. Et ma femme me regarde et dit, vas-y, prends un avion, vas-y. D'accord. Et je lui dis, ok, je vais aller voir ce qu'il fait. Bon, je me retrouve à Varsovie. J'avais jamais été à Varsovie. Il y a une belle ville d'ailleurs. Et en fait, ce copain-là, qui est une crème, qui m'a ouvert les portes en quelque sorte, avait réservé ni plus ni moins que la plus haute tour d'Europe en habitation. Donc il y a une tour qui s'appelle Strona 51, quelque chose comme ça, qui est une merveille, en plein centre de Varsovie. D'ailleurs, il y a le joueur de foot, comment il s'appelle, Lewandowski, qui a un appartement justement dans cette tour-là, que j'ai croisé justement à ce trunk show-là. Donc j'arrive un peu dans ce monde-là. Et en fait, il me met tous les outils à disposition, son équipe à disposition. C'est italien. C'est italien. Il me dit, tiens, voilà, regarde comment je travaille. Voilà, pour moi, c'est ça la demi-mesure. On peut faire toutes ces altérations-là. Regarde. Et vulgairement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Altération, on dit retouche. En français. Des retouches, des retouches, mais... Ah, même altération, c'est-à-dire plus que des retouches. Plus que des retouches, c'est pas des retouches, c'est des choses qu'on fait avant que le vêtement soit fait, quoi. D'accord. Et en fait, si tu veux, moi, je cherchais quelque chose de sexy. Je cherchais quelque chose qui me rappelle un petit peu ces fameuses carrosseries de voitures qui ont des formes, qui ont des courbes. Bien sûr. Là, je voulais pas des revers carrés, des cols, des galbes qui sont pas jolis, etc. Et je commence à retrouver ce produit-là. Et je me dis, mais c'est sympa ça. Mais ça sort à quel prix? Parce que si tu veux, nous, sur le marché parisien, les gens, ils regardent beaucoup le prix. Bien sûr. Donc, c'est sympa de faire quelque chose de beau, mais si tu peux pas le vendre, tu vas être tout seul.
Et donc, en fait, on garde les pieds sur terre avec ces gens-là parce qu'ils ont un outil industriel et en même temps, ils ont cette vraie volonté de faire un truc sexy. D'accord. On est dans quelle région de l'Italie, cette personne? Alors, ils ont un atelier à Milan, un atelier à côté de Naples. D'accord. Et donc, à ce moment-là, tu as la révélation, tu dis, moi, je vais le faire. La révélation, c'est qu'en fait, moi, j'avais peur, si tu veux, de perdre mon étiquette de spécialiste qui m'avait pris, si tu veux, déjà quasiment 20 ans à mettre en place. Moi, je me voyais comme un chemisier. Je me disais, voilà, je suis établi, les gens me connaissent pour ça. J'ai cette image de spécialiste et Dieu sait que les Français, ils y tiennent. Ils se disent, tiens, voilà, si lui, il est boulanger, il est tu vas pas acheter son fromage chez lui. Voilà, donc si tu veux, tu peux pas faire la même chose. Et surtout, j'avais un petit peu, pas cette angoisse, mais je sais que je suis attendu au tournant et je me mets beaucoup de pression. Je me suis dit, si demain, je commence à arriver avec une offre en demi-mesure, tout le monde va me tomber dessus. Bien sûr. Aussi bien les confrères que les clients. Et vont dire, tiens, si Howard, il fait un truc, est-ce qu'il le fait bien? Est-ce qu'il livre bien? Est-ce que c'est propre? Et surtout, qu'est-ce qu'il y apporte, ce fameux Frédéric Costa, dans ce produit-là? Ou est-ce que c'est encore un énième costume fabriqué à tel ou tel endroit, ce qui est loin d'être péjoratif. Mais si j'y mets pas ma touche personnelle, autant rien faire, autant rester dans mon univers. Tu vois, voilà comment c'est parti. Et en fait, je me suis juste trouvé bien avec ces gens-là. J'ai trouvé intègres, j'ai trouvé qu'ils avaient envie d'avancer, ils sont jeunes, une mentalité super dynamique. On n'est pas dans le tailoring rital, c'est loin d'être encore une fois péjoratif de dire ça, mais le problème des Italiens, et Dieu sait que je les connais parce que j'ai fait des tonnes de vêtements aussi à Naples. Puis tu es un peu italien quand même. Et que je suis profondément attaché à eux. C'est que c'est des cheval fous. Tu ne peux pas les diriger. Donc je me suis dit, moi, si je demande un cran à 9 et que le mec il me le fait à 9,5 parce qu'il trouve que c'est plus joli, moi je suis mort avec le client parisien. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Non, mais c'est quelque part, moi je voulais quelque chose qui soit vraiment contractuel. Tu viens commander quelque chose, il faut que le produit que je te donne, ça soit celui que tu as commandé. Bien sûr. Voilà, on n'est pas tous des Léonard de Vinci. Et donc là, on est il y a 3 ans et tu démarres comment? Alors comment tu fais la promotion de ça? Alors, je me souviens, on en avait parlé ensemble, moi j'en avais parlé un petit peu autour de moi, et tu fais tes premiers essais. Alors comment tu as fait tes premiers essais? Écoute, pas de promo, zéro, au contraire, c'est limite si je me suis pas caché pour pas que les gens le sachent, parce que je me suis dit, ils vont m'attendre au tournant, on va venir voir ce qui se passe. Donc tu as dû m'en parler après que tu sois sûr en fait. En fait, on n'est jamais réellement sûr si on est humble. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je me suis dit, bon, je vais essayer, j'ai été sur place, j'ai fait des formations, j'en ai pas fait qu'une, j'en ai fait plusieurs. Ils ont un outil informatique, puisqu'on s'appuie aussi sur des logiciels informatiques pour gagner du temps, donc de l'argent. Bien sûr. Donc, le jeu informatique qui montre le type de revers que tu peux avoir, le type de poche, voilà. Ou même tout simplement pour saisir les commandes. D'accord. Tu vois? C'est-à-dire que le client arrive. Donc, il y a toute cette partie-là, si tu veux, qui pourrait moins faire rêver les gens parce qu'ils se diraient, ah oui, mais c'est informatisé, tatati, tatata. Oui, mais en même temps, les amis, on est là pour le résultat. On est là pour le résultat. La première phase de patronage, moi, j'ai toujours trouvé que, si tu veux, je suis conservateur. D'ailleurs, tu en as très très bien parlé sur les bâtisseurs. Je suis pour la conservation, mais je suis aussi pour le progrès. Et l'un va pas sans l'autre. En fait, si tu peux apporter quelque chose, on est en 2023, si on a des outils qui apportent quelque chose, c'est mon devoir pour mes clients de leur en faire profiter. Tu vois? Donc, si tu veux, moi, toute cette partie patronage, altération, prise de mesure, etc., si je peux l'informatiser, la rendre la plus rapide possible et la plus précise, c'est mon devoir. Par contre, ce qui se passe après, là, effectivement, ça doit être fait d'une façon, entre guillemets, à mano. C'est-à-dire avec des détails, avec des choses, etc. Parce que si tu veux, c'est sur ce laps de temps-là qu'on gagne de l'argent, sur le patronage. Alors, on va vous montrer quelques images on va dire des premières livraisons de Frédéric. Alors, je me souviens avoir eu quelques images que tu m'as envoyées. Puis tes clients aiment bien se prendre en photo, d'ailleurs, avec les costumes. Alors, en montrant ou pas leur visage, évidemment, pour des raisons de confidentialité. Mais, et moi, j'avoue, alors, évidemment, il est là à ma table. Je ne vais pas dire qu'il fait du mauvais travail, mais en tout cas, si je l'ai invité, c'est justement pour qu'on puisse en discuter tous les deux. Et j'étais assez conquis très très vite en me disant, tiens, ah oui, c'est bien. Il y a quelque chose de particulier. Si tu veux, moi, ce que je recherche toujours dans une demi-mesure, bon, moi, je suis en grande mesure, évidemment, bon. Après, c'est des budgets, c'est autre chose. Mais en demi-mesure, ou je préfère dire en sur-mesure, parce que demi-mesure, petite mesure italienne, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. C'est du sur-mesure. La différence avec la grande mesure, c'est que tu n'as pas 50 essayages intermédiaires, tu ne pars pas d'un basting, etc. Tu fais un travail remarquable au niveau de la prise de mesure, tu envoies ça à l'usine, ça revient, et après, tu réajuste si besoin est, n'est-ce pas? On est bien sur ce format-là sur aujourd'hui. Le principe, c'est ça. Voilà. Et on est dans un tarif de prix entre 1200 et 1500 euros. Entre 1200 et 1500 euros pour une mesure faite en Italie. Donc, exactement, et avec des tissus qui sont top. Voilà. Et donc, moi, ce que j'avais vu, je trouvais ça assez convaincant, et je vais t'expliquer pourquoi en 2 mots.
Premièrement, tu sais que moi je suis allergique aux revers microscopiques que tout le monde distribue, y compris les grandes marques, notamment celles qui portent mon prénom, et que je trouve complètement ahurissant qu'on puisse étriquer à ce point la stature des gens et même toucher à leur charisme, littéralement. C'est une espèce d'avachissement qu'on voit aussi sur la taille des revers. Alors, vous pouvez vous dire, mais attendez, il est obsédé par les revers. Oui, mesdames, messieurs, je suis obsédé par les revers et par les épaules. C'est la base de l'élégance d'un homme. Et aujourd'hui, alors moi je suis allé loin, évidemment, hein, c'est pas la peine d'aller aussi loin que moi, parce que là, je suis en grande mesure chez Chiffonelli, mais je sais que le travail que fait, on a un juste derrière nous, ça, c'est le revers de ton croisé, c'est ça, qui est déjà relativement généreux. Donc, je me suis dit, tiens, Costa, il sait faire ça déjà. Et déjà, tu te démarquais un tout petit peu de la concurrence par ça. Et après, le galbe, le travail au niveau du roulé. Vous voyez, mesdames, messieurs, ça, c'est ce qu'on appelle un roulé. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui font de la demi-mesure ont tendance à plaquer un tout petit peu le revers. C'est pour moi le signe qui marque une veste un peu industrielle, d'une certaine manière. Et donc, j'ai tout de suite... Alors, c'est très difficile à décrire. De se dire, il y a un flair, il y a un swing, il y a une espèce de comment dire, il y a une vision. Il y a une patte. Il y a une patte et une vision. Et aujourd'hui, donc, ça s'est développé petit à petit. De plus en plus de clients sont venus. Là, tu as commencé un tout petit peu à en parler sur ton site web. Moi, j'en ai parlé aussi un tout petit peu dans mes discussions sartoriales. Et aujourd'hui, ça représente quoi, en pourcentage de ton chiffre d'affaires? Ça reste sur la marge ou ça commence à devenir important? Ça prend de plus en plus de place. On a de plus en plus de rendez-vous, on a de plus en plus de commandes et de recommandes surtout. D'accord. Et de commandes de temps en temps qui arrivent qui sont gigantissimes, pour dire vraiment les mots. Une personne qui... Il y a des gens qui t'ont commandé plusieurs dizaines de costumes, c'est ça? Ouais. Alors au départ, si tu veux, moi c'est un peu surprenant parce que je viens du monde de l'accessoire. Ouais. Donc d'avoir des gens qui sont capables de laisser des montants d'automobile, ça fait un peu drôle sur le moment. Ah oui, j'imagine. Non, vraiment. Et puis pas de petite voiture, on n'achète pas une Renault là. D'accord. Parce que si tu veux, et ça c'est vraiment quelque chose que j'avais pas du tout imaginé, on transcende les gens. On les transforme. On révèle quelque chose en eux qu'ils soupçonnaient peut-être même pas eux-mêmes. Bien sûr. Et du coup, on se retrouve à rentrer dans une intimité tellement profonde que les gens, on a une relation avec eux qui dépasse toutes celles qu'on peut... Enfin, j'ai l'impression, moi, d'être... Comment t'expliquer extrêmement proche de mon client. Bien sûr. Je le connais. Tu vois, je lui donne un bout de moi. Il ressort de là. Il a quelque chose de plus que les autres. Bien sûr. C'est pas juste du cinéma. Parce que si c'était du cinéma, il ne reviendrait pas. Bien sûr. Parce que c'est ça qui est génial, si tu veux. Tu prends un produit, tu dis, tiens, c'est un beau parleur, c'est un Rital, il m'a enchanté, ce vendeur-là. Mais quand tu es à la maison, tu es tout seul, avec ta chemise, ta cravate, ton costume. Quand tu vas au boulot et que tu te retrouves que dans la même journée, tu as 30 compliments, alors que la veille, tu avais un costume des grands magasins et tu étais invisible. Bien sûr. Il se passe quelque chose. Évidemment. Tu vois, il se passe vraiment quelque chose. Donc l'habit ne fait pas le moine. Mais en même temps... il révèle justement la personne que tu es. Et il en sort vraiment le meilleur. Et en plus, il a de l'impact sur la personnalité, sur la... on parle de ça depuis des années et des années ici, mais je peux vous garantir ce que Frédéric vient de dire, de manière un peu émouvante d'ailleurs pour nous, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on n'est pas là simplement pour montrer à quel point on a un beau costume avec une belle marque à l'intérieur. On est là au contraire pour... un beau costume bien coupé fait qu'un homme se comporte différemment. Exactement. Et que ça se voit dans le regard d'autrui. Donc, on va dire entre 1200 et 1500 euros pour une mesure chez toi. Les délais, c'est quoi à peu près? Autour de 5 semaines à peu près. Autour de 5 semaines. Donc, il faut prévoir un premier rendez-vous chez toi assez long. Assez long, ouais. En fait, il faut prendre son temps. Mais c'est ça, en fait, il faut que les gens arrêtent de s'imaginer que c'est la fast... c'est pas du fast-food. D'accord. Ouais, ils sont... je te rappelle que tu as une étoile Michelin. Ouais, non, je sais bien. Je sais bien. Mais si tu veux, il faut redonner du temps au temps. Bien sûr, ça peut paraître long, mais en l'occurrence, on ne voit pas passer les heures. C'est un petit peu comme ici, c'est agréable. Bien sûr. On ne voit pas passer le temps. On a une vraie discussion d'homme à homme. Souvent, on est plusieurs même. Il peut y avoir mon collègue Adrien. On échange, on discute, on essaie de se challenger. On essaie de comprendre un peu ce qu'il y a derrière la personne. Et ça, c'est important parce qu'on est dans un monde justement où les gens prennent plus le temps de se parler. Et on n'est pas là pour ça. Et moi, ce que je veux, c'est que la personne, elle reparte avec quelque chose... qui lui fasse... on appelle ça une expérience, mais j'aime plus trop ce mot-là parce que c'est les gens de marketing ont un peu l'expérience client. Mais moi, je peux garantir, mesdames, messieurs, si vous avez envie de vivre un truc un peu à part, vraiment, alors évidemment, si vous avez le goût de faire un costume, vous achetez des chemises, vous achetez des cravates, allez chez Frédéric, mais alors... jetez votre montre ou prenez pas de rendez-vous après, parce que généralement, alors je sais à chaque fois ça te fait sourire, mais tous les gens qui mettent un pied chez toi, ils ont tous la même réaction.
en disant dis donc, j'ai passé un temps incroyable et j'ai pas vu le temps passer et tout va très très. Alors que ta boutique est toujours la même, elle est petite. Ouais, elle est petite, elle n'a pas bougé, elle fait 40 mètres carrés, mais en même temps. Après, la personne qui veut faire vite, on est super content de la servir vite. Oui. Mais pour ces choses-là, c'est pas possible en fait. Bien sûr. Parce que c'est pas chez nous. Oui. Tu vois. Donc si tu veux une veste, tu veux un costume, moi il faut que je te connaisse. Oui. Il faut que j'en sache un petit peu plus. Oui. On va pas être indiscret. Mais il faut que tu me donnes un petit peu de toi pour que justement j'arrive à le sublimer. Ouais. C'est vraiment ça le travail. On va rentrer maintenant de plein pied dans le sujet. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Donc, on a beaucoup de questions des jeunes gens qui me disent bon, monsieur Jacomet, je démarre ma démarche sartoriale. C'est moi qui ai inventé ce mot-là, démarche sartoriale. Alors maintenant, c'est repris un tout petit peu à droite à gauche. Je trouve ça. Les gens me disent c'est un peu bégueule, c'est un peu hautain de dire ça, démarche sartoriale. Moi, je trouve ça très bien. C'est simplement une démarche globale dans la vie, consistant à devenir un petit peu plus élégant, à faire attention à soi-même et par extension, donc, de faire aussi attention à autrui. Donc, des gamins me disent, des gamins. Pas que des gamins d'ailleurs en l'occurrence, mais des gens plus jeunes me disent « Monsieur Jacomet, je démarre, qu'est-ce que je dois acheter ?» Par exemple, si j'ai un budget pour faire 5 chemises, alors que chez Frédéric, on fait des chemises en prêt-à-porter, qui est le cœur de ton business, et on fait aussi des chemises sur mesure. Mais disons en prêt-à-porter, chez toi, si j'ai une vingtaine d'années, je démarre, ou même un tout petit peu plus jeune, ou un tout petit peu plus vieux, mais j'ai vraiment envie d'améliorer ma silhouette, la façon dont je me présente à autrui, et j'ai un budget pour 5 chemises, qu'est-ce que tu me conseilles ? Parce que tu as beaucoup d'expérience. Oui, en termes de choix de tissus, de couleurs, etc. Par quoi on commence ? Alors moi, je n'ai pas de liste, je n'ai pas de business plan, je n'ai pas de routine. Ouais. Tu vois, je vais prendre la personne comme elle est, je vais lui demander ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle va faire avec ses chemises, si elle va au travail en métro ou si elle a une voiture, et je vais essayer d'être le plus pratico-pratique. D'accord. Tu vois, je ne vais pas le pousser dans les orties en lui mettant des tissus trop compliqués, parce que je trouve que la facilité, quand on commence, c'est important. La facilité d'entretien, la facilité de port, je ne veux pas qu'il s'achète un problème. Je veux lui donner l'impression que tout est facile. D'accord. Donc, je vais tout mâcher pour lui. Tu vois. Donc, je vais principalement l'orienter sur des tissus en twill de coton. D'accord. Par exemple, plutôt que de la popeline. D'accord. Pourquoi ? La popeline, ça se froisse plus. Elle est un peu plus fine. Elle est très belle pour les connaisseurs. Ça fait partie des plus belles chemises au monde. Bien sûr. Mais là, on commence. Donc, commence avec un twill. Un twill avec un titrage pas trop fin. Alors, twill, c'est avec un petit motif. Non, ça veut dire que quand tu regardes le tissu, là, la chemise blanche que je porte, c'est un twill. On le voit pas. C'est un twill, d'accord. Ça veut dire que le tissu est tissé en biais. C'est ça. Du coup, il aura tendance à se défroisser par la gravité tout seul, d'une façon naturelle. D'accord. Tu vois, plutôt que la popeline, qui elle est plutôt avec un fil droit. Tu vois, moins cassant, moins froissable. Donc, si tu donnes de la facilité aux gens, ils reviennent plus facilement. Bien sûr. Tu vois, ça, je pense que c'est un bon conseil. Il faut leur donner du bon sens. Donc, tuile de coton pour démarrer. Tuile de coton, plutôt sur les bleus. Peut-être une blanche parce qu'il en faut une quand même. Bien sûr. Le côté bouton de manchette, pour l'instant, mettez de côté, vous commencez. Chemise simple. Chemise simple, poignée simple, quelque chose que vous allez mettre. Moi, l'idée, c'est que la personne, justement, elle dédramatise le côté habillé. Je veux qu'elle mette ces chemises-là tous les jours, qu'elle se dise c'est facile. Hop, je la prends le soir, je la mets au panier. Fini. Je la sors, je la lave. Je la lave à 30 degrés. 30 degrés, pas de sèche-linge. Enfin, on fait attention aux consignes d'entretien. Bien sûr. On réapprend ces choses-là. Alors nous, on est là pour justement leur donner tous ces petits trucs qui sont du bon sens, entre guillemets. C'est pas des choses de mamie. Bien sûr. Mais c'est bon, éviter le sèche-linge si vous voulez les garder plus longtemps. Il faut même pas éviter, il faut carrément pas le faire. Évidemment, mais moi j'essaie d'être le plus correct possible. Après, je comprends que les personnes dans la vie, et surtout à Paris, ils n'aient pas forcément la place d'étendre le linge. Mais enfin bon, faites-les repasser au pressing si vous voulez pas vous embêter pour le repassage. Bien sûr. De la facilité. Et je leur donne l'impression que c'est facile. Même si moi derrière, j'ai réfléchi à tout ça pour faire en sorte que l'offre, elle soit la plus claire possible. Donc tuile de coton, tu dis bleu ciel, bleu foncé, enfin dans les bleus. Dans les bleus, une petite rayure, un petit faux uni, une chemise blanche. Une chemise blanche, il en faut une. Très important. Et après, pour le week-end, peut-être un truc dans une matière un tout petit peu plus... Voilà, et après, il faut se garder un peu de place, j'allais dire, pour le côté... casual, décontracté. Et par contre, s'appliquer à rester sur les saisons. Ça veut dire qu'on a des saisons et que, je sais qu'au départ, il y a des gens qui disent je voudrais une chemise que je peux mettre tout le temps. Je fais entraînez-vous déjà dès le départ, les amis, à acheter des choses pour les saisons. Parce que ça sert à ça. Il faut marquer les saisons, c'est ce qu'il y a de plus joli dans le style. Donc en hiver, mettez des tissus pour l'hiver. En été, on aura tout le temps d'essayer des cotons lins, des lins, des zéphyrs, des choses, des voiles, des Giro inglésés, des choses qui sont plus légères. On est un petit peu dans la gastronomie, Hugo. Il faut qu'on leur fasse goûter des saveurs différentes. Si on leur dit vous avez que du coton, ok, mais nous on n'est pas une boutique de chemise normale. On a tout
les tissages possibles. Ouais. On a tous les titrages possibles. C'est à moi justement de leur dire, voilà, tiens, en été, vous vivez où? Ah, en Afrique, il fait très chaud, ok, mettez ça. Ah, mais je veux pas que ça soit transparent, ok, mettez ça. Ouais. Tu vois, c'est très très important de leur apprendre les codes pour que la fois d'après, ils sachent tout seuls se débrouiller. Tu vois, il y a un truc qui me fascine chez toi à chaque fois que je viens, c'est tu sais, il y a le mur des Blancs chez Charvet où il y a tous les tissus blancs différents. Et chez toi, ce qui me fascine, c'est le mur des cols. C'est-à-dire, tu me disais que depuis que tu fais ce métier-là, tu as dessiné, on peut le dire ça comme ça, ou tu as fait dessiner par ton équipe plus d'une centaine de cols différents. Ouais, un peu plus d'une centaine. On en a référencé à peu près 150. Ouais. Mais pour des questions de facilité, pour se comprendre avec l'atelier. Ouais. Mais c'est un travail, j'allais dire, de tous les jours. Un petit peu comme un nez, je sais que ça va te parler, c'est un petit clin d'œil que je te fais. Comme un nez fait des parfums, ben nous, on fait des cols et des poignets. Donc, en fait, on aurait autant de cols que de clients quasiment. Parce que, si tu veux, la mesure, c'est un petit peu comme la Formule 1. On commence avec la mesure et ça tombe dans le prêt-à-porter. Donc, il y a des cols qu'on dessine pour des clients, puis on les trouve super beaux. Et tu les fais en prêt-à-porter. Et quelques années après, là, notamment grâce aux réseaux sociaux, de temps en temps, je vais poster un col. Je vais dire, qu'est-ce que vous en pensez sur une chemise? Et on va prendre les commentaires et on va prendre un petit peu les feedbacks qu'on a. Et on se dit, purée, mais il y a un potentiel là-dessus. Est-ce qu'on n'essaierait pas de le faire en prêt-à-porter? Ça serait peut-être pas une idée sympa, ça? Et hop, on le développe en prêt-à-porter. On essaye de voir si on arrive à rentrer dans les coups, hein, bien entendu, parce qu'il y a du boulot. Alors évidemment, vous imaginez bien, on ne va pas passer en revue les 150 cols que Frédéric a fait depuis qu'il a créé Awards. Mais ce que je vais demander aujourd'hui, c'est de nous montrer les 4-5 grands fondamentaux. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont très intéressés par la technique autour de la chemise et de la cravate, nous allons produire juste après cette discussion une émission un peu plus technique où on va vous montrer tous les secrets, tout ce qui se cache derrière la fabrication d'une chemise et la fabrication d'une cravate. Mais pour ce numéro, pour cette édition des discussions sartoriales, j'ai demandé à Frédéric de sélectionner les 5 grands fondamentaux sur les cols de chemise parce qu'on a un problème avec l'appellation des cols de chemise. C'est que les Anglais, généralement, ils disent l'inverse de nous. Et donc, on a beaucoup de problèmes avec ça. Donc, on va essayer de s'y retrouver. Et j'ai demandé à Frédéric donc, de nous montrer les grands fondamentaux, ce à quoi vous devriez vous intéresser, surtout si vous êtes au début de votre démarche sartoriale, et même si vous êtes un tout petit peu plus chevronné, si j'ose dire, pour vous y retrouviez en termes de sémantique et de nomenclature, en sachant que moi, personnellement, j'ai un faible pour l'école dit français, c'est-à-dire les cols qui sont relativement pas trop évasés, qui passent bien sous le revers de la veste, qui est quand même un des fondamentaux pour moi, hormis pour les cols un peu spéciaux. Mais voilà, donc allez, Frédéric, la main est à toi. Montre-nous quels sont les grands fondamentaux des cols. Alors, on va dire que c'est les 5 cols un peu basiques, on pourrait dire ça? Ouais, là j'en ai extrait 5, c'est les fondamentaux. Après, c'est propre au marché français et peut-être même plus particulièrement au marché parisien. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque chemisier a un peu sa propre signature, ses propres cols. Sa nomenclature aussi. Donc, si on reste très généraliste, en France, à Paris, on va appeler un col italien un col un petit peu évasé comme le mien, c'est-à-dire assez ouvert, avec un angle, quand on le regarde sur le côté. Donc, c'est ça. On appelle exactement, ça un col italien sur le marché parisien. Qui est légèrement évasé. Qui est assez ouvert, qui a un angle assez plat. Si par contre, tu traverses les Alpes, nos amis italiens appelleraient ça collo francese, donc le col français. Donc on est déjà dans le... Et donc moi ce que j'ai serait plutôt un col allemand du coup, non je rigole. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus long et beaucoup moins évasé en fait. Voilà, donc en fait des cols, il y en aurait autant que de clients si tu veux, ça dépend un petit peu du chemisier. Donc celui-ci, il est quasiment en ligne droite. Hein, il est quasiment en ligne droite, il a la particularité justement... d'être assez polyvalent, tu peux le mettre avec une cravate ou sans cravate. Ouvert, il a une jolie forme. D'accord. Ça, tu peux le porter ouvert assez facilement. Les deux. Donc, les deux principaux cols, si vous ne voulez pas faire d'erreur, ça serait le col italien qui est assez ouvert et le col français qui ressemble un petit peu au tien. Alors, celui-ci est un tout petit peu plus fermé. En fait, un petit peu plus fermé. Donc, en fait, quand on parle de différence, on parle d'angle, en fait. D'accord. Donc, vous voyez le col italien ici et le col français. Vous voyez, c'est au niveau de l'angle, en fait, tout simplement. Le col français est un tout petit peu plus fermé. Il est un petit peu plus fermé. Et le col italien un tout petit peu plus ouvert. Voilà. Alors après, évidemment, suivant les boutiques, suivant les marques, etc., on peut t'appeler un col français un col encore plus fermé que celui-ci, etc. Donc, il y en a qui vont aussi l'appeler col classique. D'accord. Tu vois, donc c'est vraiment une histoire un peu de sémantique. Ça dépend un petit peu des marques, ça dépend des chemisiers, et puis etc. Donc, et là, on a donc ce qu'on appelle, alors chez nous en anglais, on appelle ça le extreme cutaway. Je ne sais pas comment tu l'appelles. Nous, on l'appelle cutaway. Cutaway, c'est ça. Alors là, c'est
Là, on est vraiment plus en Italie pour ce genre de choses? À peine, parce que l'italien, si tu regardes bien, il n'emporte pas beaucoup non plus de col très, très, très ouvert. Là, celui-ci, quand tu le mets à plat, tu as les pointes qui partent vraiment en arrière. Oui, qui partent en arrière. On va le montrer à la caméra. Contrairement donc au col français et au col dit italien, donc qui est presque en ligne droite, perpendiculaire. Et là, celui-ci part vraiment à l'arrière. Voilà. Donc moi, personnellement, je ne suis pas grand fan de ça, mais c'est juste une question de goût, en l'occurrence. Il y a beaucoup de gens, notamment les Italiens, ils adorent ça. Ouais. Ils aiment bien quand c'est très, très évasé, comme ça. J'appelle, moi, très évasé. Alors, extrême cutaway. Extrême cutaway, on peut l'appeler aussi extrême cutaway ou spread collar. Voilà, spread collar. Alors, vous imaginez, bon, évidemment, pour moi qui défends la langue de Molière à longueur d'épisode, il se trouve, mesdames, messieurs, quand même que les Anglais ont quand même inventé le langage autour de la chemise et qu'on a tendance, pour être plus précis, à utiliser leurs mots. Donc, je vous refais un petit marche arrière. Donc, col français, pas trop ouvert. Col italien, presque en ligne droite, un peu plus ouvert. Et col cutaway, très ouvert. Voilà, ça, c'est les grands principes. Si vous poussez n'importe quelle porte de chemiserie que vous utilisez ce langage-là, vous ne faites pas fausse route, on vous comprendra normalement. D'accord. Et pour le week-end, donc, enfin, quand je dis pour le week-end, vous pouvez le porter aussi la semaine, c'est ce qu'on appelle le button-down, le col boutonné. Le col boutonné ou le col américain, pour certains. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, on dit américain, tu sais pourquoi? Parce que c'est eux qui ont inventé le Casual Friday, cette drôle de chose qui fait que le vendredi, les banquiers, les avocats, etc., ont décidé de plus ressembler, ils ne voulaient plus porter l'uniforme et donc ils se sont dit on va laisser tomber la cravate et mettre des choses un peu plus décontractées le vendredi. Résultat des courses, je te le donne en mille, ils se ressemblent tous le vendredi aussi parce qu'ils portent tous une chemise à col boutonné et ils portent tous le même chino en coton. Mais moi j'aime bien les cols boutonnés aussi de temps en temps et je trouve d'ailleurs qu'on peut totalement le cravater. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi je trouve que c'est sympa aussi, col boutonné cravaté, ça donne quelque chose. Après ça peut être une cravate un petit peu plus sport si on veut la porter aussi d'une façon casual comme tu dis. Ouais. Alors le truc sur un col boutonné, c'est tout le mystère se trouve au niveau du roulé. C'est ça s'appelle la voile. Comment ça s'appelle? La voile. Ouais. En fait, les mauvais cols boutonnés ont tendance à être plats, comme ça, et les cols jolis boutonnés, comme celui-ci, qui est assez, on va dire, il est pas non plus extravagant, mais il est très polyvalent, on va dire ça comme ça. Et ça, donc, c'est ce qu'on appelle, mesdames, messieurs, le col boutonné. Vous vous souvenez, col français, col italien, col cutaway, col boutonné, et après, on rentre dans des cols un tout petit peu plus typés. On va dire ça. Exactement. Ouais. On pourrait dire même très, très, très typé. Et là, en l'occurrence, celui-ci, c'est ce qu'on appelle un pin collar. Ouais. Pin parce que ça reprend une épingle. Voilà, il y a une épingle ici, un col à épingle. D'accord. Et en fait, on part d'une idée justement d'un col arrondi, un petit peu années 20. Ouais. Donc, on voit que les pointes sont légèrement arrondies, avec une voile assez courte. Donc, ça dépasse à peine le pied de col. Donc, on n'a pas quelque chose qui arrive sur la clavicule. C'est ça. Et on a la petite épingle qui vient justement souligner le nœud de cravate qui passera justement entre le bouton et l'épingle. Et ça a tendance à créer une petite arche. Une petite arche, c'est très bien ça. T'en vends beaucoup de ça? Alors la petite anecdote, je vais quand même la faire parce que celle-là, elle me tient à cœur. Ouais. On va remonter à notre connaissance, justement. On s'est rencontrés en janvier 2013 et il se trouve qu'en fin décembre 2012, j'ai fait 2 chemises en pin collar comme ça à un client. Je me souviens juste de son prénom, il s'appelait Alexandre, il était très sympa, très jeune et il était déjà un peu révolutionnaire, ce client-là. Et il voulait aller vraiment à l'opposé de ce qu'il voyait partout, c'est-à-dire le Casual Friday. Et il m'avait dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire quelque chose qui soit un dress-up Monday. Différent, quoi. Il voulait être différent, voilà. Et je lui ai dit, si tu veux faire quelque chose de très habillé, je le voyais bien sûr, mais bon, si vous voulez faire quelque chose de très habillé, faisons ce col-là. Parce que ce col-là, il n'y a pas de compromis. C'est forcément avec une cravate. Bien sûr. Il faut qu'il soit fermé. Ah oui, bien sûr. Et la cravate va passer par-dessus, ça va faire quelque chose de très raffiné. C'est un dérivé du tab collar de notre col anglais, simplement. Alors le tab collar, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de nomenclature, la pin collar, c'est-à-dire col avec épingle. Et tab collar, il n'y a pas d'épingle, c'est une petite patte en fait, qui passe en dessous et qui permet justement de créer une arche avec la cravate. Moi, j'étais très fan de ça il y a quelques années et j'aimais bien me faire beaucoup de tab collar. Je porte aussi un peu le pin collar, mais je me suis un peu assagi avec je sais pas, c'est peut-être l'âge. J'ai plutôt tendance à porter des cols français normaux maintenant. Mais ça, si vous avez vraiment envie d'avoir une version très habillée, vous distinguer, c'est top. Voilà. C'est vraiment et important. du coup, ce client-là m'a donné l'idée de le faire en prêt-à-porter. Donc, on était en janvier 2013. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui le faisaient en prêt-à-porter. Il n'y a personne qui le faisait. Ça n'existait pas en prêt-à-porter. Exact. Et moi, je t'ai rencontré à ce moment-là. Et je me suis dit, je vais en parler à Hugo. Je lui ai dit, Hugo, j'ai ce projet-là. Je crois que tu vivais encore à Amsterdam.
Ouais. À Oui, cette j'étais à époque-là. Amsterdam, c'est sûr. Et Ouais. tu m'as dit, Fred, si t'en fais, moi ça m'intéresse, montre-moi ce que ça donne. Ouais, je me souviens. Et les 2 premiers protos, je te les ai envoyés à Amsterdam. Je me souviens. Je les ai Et, encore. Voilà, Je je les te ai les ai encore envoyés, aujourd'hui, c'était une chemise blanche et une chemise avec un col blanc. Exactement. Et, Bleu avec un col blanc, contrasté. Et voilà. Ouais. Et en mai, il s'est passé un truc extraordinaire. J'avais, pour la première fois de mon histoire, pris une attachée de presse. Oui, Je m'étais dit, il faut que je fasse parler de moi, parce que tu m'avais mis en confiance. bien sûr. Et je m'étais dit, il faut que je fasse connaître un petit peu mes créations. Mhm. Et cette attachée de presse-là descendait au Festival de Cannes. D'accord, Elle faisait relativement bien son boulot d'attachée de presse. d'accord. Et en fait, elle essayait de placer mes produits. Elle voulait qu'on en parle. En fait, c'était son job, qu'on parle de moi. Mhm. Et elle me dit, Frédéric, à la montée des marches, et c'est en présentation non officielle, mais en entrée du festival, Oui. on a Leonardo DiCaprio Oui. qui serait intéressé par cette chemise en pin collar. C'est pas vrai. Ouais. C'est rigolo. Et en fait, il présentait Gatsby Ah ben oui. en mai bien 2013, sûr, bien sûr, bien sûr. avant le festival de Cannes. si tu veux. D'accord. Donc il n'était pas en présentation, Oui, pas oui. en présentation officielle, il était projeté Ouais, avant. mais enfin, quand Caprio se déplace, généralement, que ce soit officiel ou pas, c'est le même Alors, bazar. si tu veux, quoi, ouais. moi, mon attaché de presse qui me dit ça, je lui dis non, mais on parle bien de Leonardo DiCaprio, je veux une chemise. Pas le mec qui je s'appelle vais- DiCapraski. Non, non, DiCaprio. vraiment, s'il faut, je vais te l'amener même à pied, moi, s'il Ouais. faut. C'est génial, quoi. Ouais. Donc, on a eu la chance, si tu veux, d'habiller Leonardo DiCaprio, en tout cas, au moins sur la chemise, ce Ouais. jour-là, pour la montée des marches. Donc, il y avait Wow. cette fameuse chemise-là. Ouais. Parce que dans le film, si tu veux, ils portent Bien des sûr. collards Bien sûr. qui ne sont pas faits par ma maison, Non. parce que c'est complètement hollywoodien et ils sont beaucoup plus longs et pointus. Ouais. Mais ce jour-J, il a porté une de mes fameuses chemises. Moi, C'est- je m'attendais à avoir une ruée. Je me Ouais. suis dit, ah, c'est génial. Si on a DiCaprio, Ouais. Et on t'en va as avoir un vendu retour. 0. On n'avait pas d'internet. Internet, c'était une naissance. Ouais, c'était voilà. balbutiant, on va dire. Voilà, Ouais. donc on a été cité par-ci par-là, donc Ouais. aux côtés des grandes marques, parce que si tu veux, il y avait tout le look. Hein. Hmm. Donc Leonardo DiCaprio est habillé avec un costume, je sais plus qui, Armani, Ouais. cravate, je sais pas quoi, Ouais. et chemise Howard. Donc si tu veux, on m'a associé moi à ces plus grands noms-là, Ouais. ce qui était bien, c'était sympa, Ouais, c'est génial. mais ça s'est arrêté aux portes de Cannes. Oui, J'ai bien personne sûr, bien qui est sûr, remonté bien en me sûr. disant je veux Enfin, un tu truc pourras voilà. dire que tu as fourni une chemise à Leonardo DiCaprio. Exactement. En plus, en présentation non officielle de Gatsby le Magnifique, qui est quand même pour notre petite communauté une référence. Donc voilà pour l'école de chemise. Je vous rappelle, imprimez ça bien dans votre esprit, ou plutôt allez chez Howard's, comme ça vous verrez ce que ça veut dire avoir des cols différents. Donc col français, col italien, col cutaway ou très évasé, col boutonné, plutôt pour le week-end, mais vous pouvez aussi le cravater, bon, on va dire américain, parce que les Américains aiment bien les cols boutonnés, et le col, alors j'appelle ça moi un col club anglais pin collar. C'est Parce ça, que c'est un col club, le parce qu'il est col rond. club anglais un petit peu rond comme ça. Alors au niveau des règles, alors encore une fois c'est plus des conventions que des règles. Ce que je trouve assez important au niveau de l'élégance, c'est d'avoir le col qui passe légèrement sous le revers de la veste. Alors évidemment, c'est pas toujours applicable. Et moi, je n'ai rien contre les cols qui sont un tout petit peu plus rentrés. Mais il se trouve qu'en revanche, évitez, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, à tout prix les tout petits cols rikiki, minuscules, qui font que votre nœud de cravate est plus gros que le col. Je trouve ça absolument disgracieux. Voilà, je pense que c'est simplement le mot. Donc, chez Howard, vous trouverez toutes les gammes de cols que vous pouvez. Et tous ces cols-là sont bien sûr Dans le prêt-à-porter. en prêt-à-porter. Ouais. Voilà, Sur le prêt-à-porter, on en distribue 9, Oui, ce qui est beaucoup pour une boutique. 9 Ouais. cols différents, d'accord. sur 2 poignées, poignée simple et poignée mousquetaire. Ouais. Et à chaque fois, il y a une jolie variété dans chaque. D'accord. Les poignets simples représentent 80%, Ouais, j'imagine. 90% Ouais, maintenant. ouais. Les Moi, poignées personnellement, mousquetaires. je ne porte quasiment que ça. Sauf pour les chemises de cérémonie, évidemment. Mhm. Sauf pour les chemises où j'ai vraiment besoin de mettre un supplément d'âme, quelque chose d'un tout petit peu plus raffiné. Mais en général, moi, je suis un grand aficionado des poignets simples. Parce que je trouve que... Parce que la chemise, c'est un drôle d'animal. C'est-à-dire que ça doit être à la fois joli, sophistiqué, etc., mais à la fois super facile à porter. Parce que c'est peut-être... Alors, évidemment, les gens qui vivent aux États-Unis ont tendance à mettre des t-shirts en dessous. Moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Alors, je sais, pour les problèmes de transpiration, les problèmes... OK, pas de problème. Ou les gens qui ne veulent pas changer de chemise tous les jours. Personnellement, je trouve que c'est mieux de changer de chemise tous les jours, d'abord. Et secondo, je trouve qu'ils perdent l'expérience. Quand tu as un beau voile de coton, quand tu as une belle matière, c'est presque une caresse sur le corps. Et tu sais, enfin, tu le sais mieux que moi, la chemise était un sous-vêtement jusqu'au début du XXe siècle. Et donc, il y avait cette notion que c'était la pièce du vestiaire masculin qui était en contact avec les plus grandes parties du corps directement sur la peau. Et moi, je ne sais pas. Je trouve que quand on porte un t-shirt sous une chemise, je comprends qu'on va... Moi, je transpire beaucoup, donc j'ai des problèmes, parfois, de transpiration. Mais je trouve que l'expérience d'avoir le contact du tissu avec la peau est quelque chose qu'on ne devrait pas se priver dans la vie. Donc ça, c'est pour les grands fondamentaux des chemises. Mais évidemment, si vous voulez en savoir plus,
allez chez Howard. Ah oui, les tissus, rapidement. Donc, tu me parlais de tuile de coton, c'est ça, pour le plus facile à entretenir. Ensuite, il y a la popeline. Il y a la popeline qui fonctionne bien. Et ensuite, si tu me donnais les deux, trois autres fondamentaux. Nous, on vend beaucoup de dobby. Ouais. Les dobby, c'est quelque chose. C'est toujours... quoi le dobby? C'est une matière, c'est toujours du coton, mais c'est un petit peu structuré. D'accord. Donc ça permet à la personne d'avoir une chemise qu'elle n'a pas l'habitude de voir sur tout le monde. D'accord. Et on est encore à 100% là-dedans finalement, de faire en sorte que les personnes assez facilement, même les personnes novices et débutantes, puissent avoir dès le départ quelque chose qu'elles ne retrouvent pas partout. C'est-à-dire qu'une chemise en popeline, il y a des gens qui ont du mal à comprendre pourquoi elle serait vendue ce prix-là. Ils diraient, c'est une chemise toute lisse, blanche, je ne vois pas pourquoi je paierais ce prix-là, j'ai vu la même à 30 €. D'accord. Ce n'est pas tout à fait la même d'ailleurs. C'est pas tout à fait la même, c'est un autre sujet. Par contre, quelque chose d'un petit peu travaillé, de faux unis, avec un petit peu de texture, ça leur parle un peu plus. Et donc le dobby, c'est ça, on n'en a pas là, ici, devant nous. Si, j'en ai ramené. Ça c'est un dobby, ça par exemple. Alors vas-y, montre-le. Ça, c'est un dobby. Voilà, montre-le. Ça, c'est un dobby. Ouais, c'est un dobby, ça veut dire que le tissu est un petit peu travaillé. D'accord. Ah, c'est rigolo même au toucher, c'est très particulier. On dirait un polo presque. Ça pourrait quasiment faire penser à du jersey, parce que celui-là est très particulier et très épais, mais on en a des plus fins. On a énormément de familles de tissus. D'accord. Alors sur le prêt-à-porter en magasin, moi je distribue, je ne sais même pas combien de tissus différents, et suivant les saisons. Donc tu vas trouver des tuiles qu'on vend en majorité parce que c'est le plus facile d'entretien et c'est celui qui correspond au mode de vie de la plupart des gens. La popeline. Le fil à fil, qui est une alternance de fil de couleur et de fil blanc, donc assez léger, très 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 joli. Qu'est-ce qu'on a? Des Oxford. Bien sûr. Nous, on les prend plutôt sur une version royale. Parce que alors explique aux gens ce que c'est l'Oxford. L'Oxford, ça ressemble à un petit nid d'abeille. Donc c'est une structure diagonale. Ça fait penser un petit peu à la maille Lacoste, pour pas les citer. D'accord. Donc ça fait penser à une petite maille un peu polo, un peu travaillée. Et c'est quelque chose qui marche toujours bien. Ça fait un joli effet. D'accord. Et donc ça, on le décline en blanc, bleu ciel, sur des couleurs faciles. Et ça permet aux gens, si tu veux, de varier, quoi. Un jour, tu arrives avec un twill bleu ciel. Le lendemain, tu mets un petit Oxford. Et du coup, tu as une chemise bleue, mais tu n'es pas tout à fait la même. Et ensuite, tu as quoi? Le voile de coton, par exemple le voile, on l'utilise moins parce qu'on est à Paris et puis on n'a pas forcément ces températures-là. Et dans le prêt-à-porter, on a une grande prudence. Parce que nous, on vend des chemises partout dans le monde. Et potentiellement, si on n'a pas appris à la personne, elle peut se retrouver avec un problème. C'est-à-dire que le voile de coton, il est fin, il est transparent. Un peu transparent. Et ça peut être interprété comme un manque de qualité. Alors que c'est tout le contraire. Alors c'est l'inverse, bien sûr. Mais là, c'est encore une fois la culture. Donc, tuile de coton, popeline, Oxford. Il y a des zéphyrs, et le dobby, on dit, c'est ça? Dobby, d'accord. Le fil à fil. Et le fil à fil, donc c'est à peu près les grands. Après en été, par exemple, on sort des Giro Inglese. Giro Inglese. C'est une maille qui est magnifique, qu'on ne vend qu'en été. Donc c'est fabriqué sur un métier tissé particulier qui ressemble un petit peu au dobby, qui est extrêmement aéré. C'est de la gaze de coton. D'accord. Donc c'est comme de la grenadine de soie, mais sur du coton. Donc c'est quelque chose que les gens. Nous, on a commencé à les mettre en prêt-à-porter il y a 3-4 ans. On les vend plus cher que les autres chemises et les gens se les arrachent. C'est quelque chose qui te parle. Tu vois ça, tu as envie de l'acheter. Et ça parle à tout le monde. Et tout le monde est content. Donc ça fait partie des belles choses. Et après, on peut aller sur des mélanges, sur des choses différentes, du cachemire. Alors, il y a quelque chose qui fonctionne très, très, très bien depuis quelques années. Dans le côté casual chic, justement, je sais que tu n'aimes pas trop les anglicismes. Décontracté chic. Décontracté chic, c'est tous les chambrets, les denims. Et ceux qui viennent. Quand tu dis denim, donc c'est le jean. C'est du jean. Donc c'est du coton. Mais du coton, donc c'est beaucoup plus fin. Bien sûr. Jean, et c'est travaillé avec nos amis italiens ou japonais, et dans des titrages de fil élevés, avec des finissages particuliers. T'es pas en train de porter. C'est pas un tissu de pantalon, donc il y a quelque chose qui est soyeux, qui est beau, ça peut être très souple, qui se délave, qui se patine. Et là, nous, on a des clients. J'ai des clients qui n'achètent que ça. En prêt-à-porter, avec des effets chambrés, indigo, des fils qui changent de couleur à la lumière, des choses qui sont vraiment magnifiques. Et surtout qui se patinent avec le temps. Donc il y a tout cet héritage et ce côté un petit peu délavage, selvage, tout le vocabulaire que tu entends dans le pantalon, tu le retrouves dans la chemise. Et en même temps, ça te permet de porter une chemise, ça veut dire que ça structure ta silhouette, tout en étant un peu plus décontracté. Donc les gens, c'est peut-être plus facile pour eux d'ailleurs. Exactement. De porter ça. Et ça colle bien avec le mode de vie actuel, de dire voilà, je veux mettre une chemise, je veux aller au bureau. Qu'est-ce que je peux mettre? Je dis, tu peux mettre une veste plutôt qu'un costume. Tu peux mettre une chemise en denim. Tu peux mettre une petite cravate. Et c'est très joli. Et du coup, ça fait quelque chose qui renouvelle un petit peu le style, qui donne envie aux gens de pousser la porte, de se rhabiller finalement. C'est vrai que je suis en train d'y penser, mais une chemise en denim de coton, donc à l'aspect jean, mais très légère. Très léger, col boutonné avec une jolie petite cravate, soit en maille, soit en grenadine, ça marche très bien. Voilà. Alors après, il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut savoir, c'est que
moi, si tu veux, j'ai pas l'habitude de prendre les choses et de pas les revisiter. Donc, on parle beaucoup de col boutonné depuis tout à l'heure. Moi, le col boutonné, dès le départ, étant donné qu'on le trouve partout, tu parles, on peut penser à de grandes références américaines. Brooks Brothers en premier. Voilà, évidemment. Brooks ou Ralph Lauren, etc. Moi, dès le départ, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter ? Parce que si pour faire le col boutonné de tout le monde, on l'a déjà, je ne veux pas avoir de valeur ajoutée. Bien sûr. Je vais le tourner d'une façon un petit peu plus Dolce Vita. D'accord. Tu vois ? Donc, j'ai créé ce col boutonné-là, qui est en fait monté d'une seule pièce de tissu. D'accord. Et qui en fait... Celui-ci, ah oui, d'accord, il n'y a pas d'empiècement ici. Il n'y a pas d'empiècement, c'est-à-dire que le col est directement intégré dans les devants de la chemise. D'accord. Tu vois, on met un petit renfort de chaque côté, un petit renfort à l'intérieur, ce qui fait que tu as une ouverture qui se crée. Et tu as quelque chose qui, sans cravate, devient un chef-d'œuvre. Ah ouais. C'est-à-dire que quand tu le portes là, spécifiquement celui-là sans cravate, même s'il est très ouvert, c'est très beau. Exactement. Alors qu'avant, généralement, tu avais la piqûre ici qui était pas très... Tu avais la piqûre ici sur le col, et puis tu avais surtout l'effet qui se casse en deux, qui tombe un petit peu. Donc tu as l'impression que tu as une chemise... Ça doit se vendre très très bien aussi, j'imagine. Puis surtout pour les gens qui ont envie d'avoir accès à de la chemise de luxe. Et ce qui est surtout sympa, c'est que c'est différenciant, et qu'en fait, tu réintéresses les gens. Tu vois, et c'est ça, moi, mon objectif. C'est de donner du sens aux choses, et de dire, voilà... Vous avez goûté des choses ailleurs. Vous n'avez pas de saveur, mais vous ne le saviez pas, je ne vous en veux pas. Venez, je vais vous montrer, c'est par là qu'il faut passer. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Et la personne qui rentre, moi je l'aime bien parce qu'au départ, nos chemises elles sont présentées comme ça, le col est fermé. Elle dit, ça vous tente un petit col boutonné ? Ah non, pas du tout, j'aime pas du tout ce col-là. Attendez les amis, je vais vous montrer. Et là, tu ouvres. Et c'est un spectacle. C'est très et là, la personne, elle commence à dire, oh purée, c'est super beau, je vais essayer. D'accord. C'est bon, c'est vendu. Génial. Alors, on va vous faire un scoop. Frédéric a apporté un prototype aujourd'hui et je vais demander à mon équipe de me le passer. Il est sur le portant ici. Alors, il n'est pas encore fait, mais moi, je suis déjà client, je peux vous le dire immédiatement. Alors, je ne sais pas comment on peut l'appeler, cette chose-là. On va essayer de la montrer à la caméra. Alors là, c'est un peu un scoop. J'avais prévenu personne que j'allais le faire. J'espère que c'est OK avec toi de le montrer. Okay, c'est un peu un secret industriel pour l'instant ? Non, il n'y a pas de secret. De toute façon, il n'y a jamais de secret. D'accord. Bon, voilà, je vous montre ça. Voilà. Et ça, moi, personnellement, je trouve ça génial. Et venant d'une personne comme moi, qui vénère les cravates, je peux te dire que je trouve ça vraiment génial, ça me coûte un peu. Parce que ça, évidemment, par définition, ça se porte plutôt sans cravate, puisque c'est un col droit. C'est un col droit, comme ça. Donc, il n'est pas rabattu, donc c'est un col droit, un peu rigide, par définition, pour qu'il se tienne. Et je trouve que ça, sans cravate, c'est d'un chic absolu. Alors, je ne l'ai pas encore essayé, mais je serai ton premier client sur le sujet. Je pense que tu ne seras pas le seul, parce que si tu veux, j'ai fait un proto. Ah ben, je ne peux pas être le premier alors. Si tu seras le premier, je te préviendrai avant les autres. Je te pardonne. Tu vois, bon, ça c'est un 40, tu ne rentres pas dedans. Je pense qu'il fait 41. Non, en plus c'est un prototype, donc de toute façon je ne vais pas le garder. C'est gentil de me dire que je ne rentre pas dedans, juste au passage. Non, mais tu fais 41 normalement. Oui, c'est ça. Ce proto-là, la petite histoire, c'est que voilà, j'ai fait le premier l'été dernier. Je l'ai porté à la terrasse d'un café, je me suis photographié et j'ai posté sur Instagram. C'est un délire. Mais comme ça, tout de suite. Je peux te dire que ça marche. Et on a reçu tellement de messages. Je me suis dit, mais le but, c'était même pas ça. On voyait pas ma tête, rien. Je postais juste. Les gens disaient, tiens, c'est sympa, on dirait un col Mao, vous allez le faire, vous allez le lancer, vous allez ci, vous allez ça. Alors, c'est pas un col Mao, parce qu'un col Mao est un peu plus arrondi. Enfin, un col Mondarin, on dit, ou un col Nehru, on dit. On l'a appelé col tulipe, parce qu'il ressemble à une tulipe. Ouais, tulipe. Ah, c'est marrant, ça. Alors, mesdames, messieurs, je vais demander à mon équipe de me redonner la chemise, parce que je veux la remontrer. Je fais bosser tout le monde beaucoup, c'est comme ça. Et voilà. Ça, je peux vous dire d'emblée, je pense. Alors, j'espère que... on ne va pas te piquer les dés. De toute façon, le développement, il est fait maintenant. Il est fait, c'est en production. Alors, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que dans mon monde, on n'invente rien. D'accord ? Moi, je réinterprète. Bien sûr. D'accord ? C'est-à-dire qu'au moment où j'ai sorti ça, j'ai changé la forme, j'ai changé le boutonnage, j'ai changé pas mal de choses. Mais je sais que j'ai des confrères italiens qui en produisent. Moi, je connais même des confrères, enfin pas des confrères, des gens qui vendent, ou même ailleurs qu'en France, dans les pays francophones, qui le vendent, ça. Mais c'est possible. Ça arrive complètement oui. stratosphérique. Combien ça sera chez toi, ça ? Ça dépend du tissu, j'imagine ? Oui, on est encore en train de voir, parce que si tu veux...
moi, avant de commercialiser, j'essaie déjà de produire, de me dire voilà, à combien on peut sortir sur le prêt-à-porter. Ouais. Donc on sera autour de 200 €, je pense. Autour de 200 €. Donc Ouais. on ne sera pas à 700 ou 800 €. Non, on sera pas. C'est pas le but du jeu. Le but, c'est qu'on arrive à toucher des gens et qu'on leur donne du plaisir, parce que c'est un petit peu ce qu'ils ont oublié finalement. Alors je fais une déclaration officielle, mesdames, messieurs. Donc tu l'as appelé le col tulipe. Col tulipe. Donc je vais être parmi les premiers à porter un col tulipe. Je suis déjà en train. C'est ça l'art sartorial. Moi, je ne sais pas combien j'ai de costumes, je ne les compte pas. Plutôt par raison. Je n'ai pas envie de les compter parce que je trouve que ça fait un peu palmarès. Donc j'en ai beaucoup, évidemment. Et j'en ai beaucoup en cours de route et en cours de fabrication. Mais je suis toujours invariablement excité, comme une puce, quand j'ai quelque chose de nouveau qui arrive. Et par exemple, cette chemise-là, je peux te garantir, je vais en rêver. Alors, c'est marrant parce que des chemises, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de cravates, mais à chaque fois que je trouve quelque chose qui je trouve, tiens, ça va me donner un... Et là, je suis déjà en train de travailler, savoir avec quoi je vais le porter. Avec quel type, tu vois. Je le vois bien avec une jolie saharienne un peu chic, tu vois, mais en même temps, pour garder cet aspect un tout petit peu plus décontracté, mais rajouter un peu de formalisme par rapport à la saharienne qui est un peu plus sport. Tu vois, je pense que ça peut être un très, très bon outil de style pour balancer. Ouais. Tu vois, moi, je l'ai imaginé sur la Côte d'Azur. Mais ça, moi, je verrais bien ça sur un bleu ciel, mais tu me dis que finalement, tu vas le faire en blanc. En fait, je l'ai lancé là, à l'instant. Ouais. D'accord. Donc là, tu es vraiment le premier à l'avoir. Ouais. Et donc à la voir, pas à l'avoir. Pas encore à l'avoir, mais bon, prochainement. Ouais. Et on est en train de voir en fabrication pour essayer de la distribuer le plus rapidement possible, pour que les gens puissent la porter cet été. L'idée, c'était de la mettre, voilà, j'imaginais... Quelle matière? Donc un dobi blanc et un coton lin en blanc. Un mélange 70% coton, 30% lin, pour avoir quelque chose sans trop de transparence, opaque, mais avec une grande légèreté. Donc je pense que maintenant, vous êtes armés pour choisir vos chemises. En tout cas, vous avez les grands fondamentaux. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, on va tourner, juste après cette émission, une émission beaucoup plus technique sur l'anatomie d'une chemise et d'une cravate. Mais justement, en parlant de cravate, allez, on ne va pas faire 1h30 sur la cravate, mais c'est quand même grâce à la cravate que j'ai découvert Howards fin 2012. Et depuis, j'ai toujours été un grand supporter de ta production. Alors, on sait que la cravate, on en a beaucoup parlé récemment à l'Assemblée nationale. J'ai même été invité sur le plateau télé pour en parler, avec les gens qui rechetaient la cravate, etc. Et moi, je trouve que le marché de la cravate... Alors, évidemment, on porte moins de cravates aujourd'hui, ou en tout cas, les gens sont moins obligés de porter une cravate. Mais en revanche, les gens qui portent la cravate sont à la recherche d'une qualité différente. Les gens qui portent la cravate par choix, ils ont envie d'avoir de la qualité. Et toi, tu as été un des premiers en France à produire des cravates 7 plis, très haut de gamme. Je me souviens de ça il y a plus de 10 ans maintenant. Et tu continues. Montre-nous ces deux merveilles-là qui sont devant moi. Ça, mesdames, messieurs, au toucher. Alors, j'en porte une aussi également. Regardez, voilà. La cravate que je porte, c'est une cravate Howards. Alors, quand on dit 7 plis, on va l'ouvrir. Allez. C'est l'intérieur. En fait, c'est que c'est replié cette fois. Tout simplement. Il y a 7 plis, littéralement. Et cette cravate est dans une soie magnifique. Et vous voyez à l'intérieur ce qu'on appelle la triplure qui pointe son bout du nez. Voilà, un tout petit peu, ici. Voilà, pour donner un tout petit peu plus de structure à la cravate. Mais ça, c'est merveilleux. Ouais, c'est au niveau du nœud, en fait. Alors, parce que l'idée de... Parle-nous de ces cravates. Fais-nous un petit poème sur ces deux cravates. Sur ces deux cravates-là ? Ouais. C'est des soies imprimées. Ouais. On imprime... Déjà, il y a beaucoup de choses qui ont évolué là-dessus sur une dizaine d'années. Aujourd'hui, on fait très très attention à la consommation d'eau. Oui. Donc on était parmi les premiers. Moi, j'étais très très attentif à ça il y a déjà une dizaine d'années avec mes fournisseurs sur le lac de Caume. D'accord. À faire attention justement à avoir ce côté éthique et responsable. Et responsable qui est en vogue aujourd'hui. Mais les Italiens avaient déjà senti le coup. Ouais. Mais ils sont d'ailleurs chez les drapiers italiens, ils sont très très impliqués dans ce genre de choses également. Et ça, je pense qu'il faut quand même les féliciter. Et c'est dû aux grandes marques qui fabriquent là-bas, aux grands noms du luxe. Ouais. Donc les LVMH et toutes ces grandes maisons-là qui font justement en sorte de mettre des cahiers des charges, des choses de plus en plus restrictives pour avoir justement... Alors ils le font aussi parce que chaque année ils doivent produire un rapport de développement durable et donc c'est très important pour eux, en sachant que toute l'industrie textile est quand même très consommatrice d'eau. Exactement, mais en même temps c'est gagnant-gagnant puisque ça fait avancer tout le monde et ça arrive jusqu'à nous les plus petits. Au final. D'accord. Du coup, on arrive à faire encore de jolies impressions en consommant beaucoup moins d'eau, en rejetant beaucoup moins de polluants. Parce qu'à l'époque, ces choses-là, c'était très, très, très... Moi, j'adore cette gamme-là. Donc, cravate, soie imprimée, très légère. Très légère, sans doublure, sans triplure, roulottée à la main. Ouais. Et là, on est à un tarif de...
Une cravate comme ça, c'est autour de 179 €. 179 €. Alors pour le commun des mortels, ça peut paraître cher. Maintenant, derrière, on a une dessinatrice ou des dessinateurs ou des graphistes. Donc il y a toute une partie travail. Il y a un travail d'archives, de recherche. Donc imaginez que vous poussez la porte de la Bibliothèque nationale de France, vous ressortez des vieux livres, il faut chercher des dessins, les digitaliser, c'est-à-dire les transformer, les mettre sur support informatique pour les modifier. Donc il y a un vrai travail, il y a une vraie recherche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. Et à partir de là, donc, on réduit, on recolorie. On fait ce qu'on appelle des CAD, donc c'est des maquettes informatiques qu'on imprime sur papier. Puis le papier, on va l'imprimer directement sur la soie avec des techniques diverses. Donc si on fait des petits volumes, on imprime de façon digitale avec des imprimantes jet d'encre. Et si on imprime sur des grands volumes ou sur des foulards ou sur des choses comme ça, on est encore au cadre, comme on faisait au XVIIIe siècle. Alors parle-nous pour les gens qui ne sont pas complètement familiers avec ça, la différence entre une cravate imprimée et une cravate jacquard. C'est deux procédés complètement différents. Jacquard, c'est tissé en fait. C'est tissé. Alors il faut savoir que ça a été inventé par un Français qui s'appelait André Jacquard. Exactement. Donc c'est quand même cocorico, c'est bien de le dire. C'est très joli encore. C'est très joli. Pour moi, c'est l'essence même de la cravate. Une cravate en soie jacquard, c'est l'essence même de la cravate. C'est-à-dire que le motif n'est pas créé par une impression, il est créé par une juxtaposition des fils. Exactement. Qui crée le motif. On donc utilise, c'est beaucoup plus compliqué d'ailleurs. On utilise des métiers à tisser jacquard. Donc au départ, c'était présent beaucoup dans la région lyonnaise. Et puis ça a déménagé petit à petit. Exactement, les canuts. Ça a déménagé sur le lac de Caume il y a une bonne petite trentaine d'années. D'accord. Et on appelle ça. Donc nous voilà. Moi, je travaille avec des tisseurs, donc des gens qui ont ces fameux métiers à tisser, et des imprimeurs. Voilà. Et c'est une industrie qui est. C'est très beau. Qui est magnifique. Beau. Maintenant, la cravate imprimée a pris le dessus largement en termes de marché, j'imagine, par rapport à la cravate jacquard. Il y a eu des hauts et des bas. À un moment, le jacquard était devant. Là, l'imprimé revient. Mais ce qui est marrant, c'est de jouer un petit peu avec le temps et avec les époques. Donc, on fait des impressions vintage, Mathers. On utilise des pigments, une coloration, quelque chose de très mat. On essaie justement Voilà, j'ai imprimé moi sur du denim, sur du jeans, sur du cachemire, sur des choses sur de la laine, exprès pour essayer d'apporter un peu de nouveauté ou de réinventer les choses pour intéresser les gens. D'accord. C'est ça qui est passionnant. Parle-moi de la cravate que tu portes, parce que je la trouve très belle. Alors je pensais que c'était une soie chantung au début, mais en fait pas vraiment. Non, c'est une grenadine de soie. D'accord. Alors, la grenadine de soie, c'est encore une fois. Je vais voir, je peux la toucher. Excusez-moi, je touche la cravate. Ah ouais, c'est très joli. Alors c'est un peu plus sport, on pourrait dire. C'est ça, le toucher. C'est très beau. J'aime beaucoup ce motif-là. C'est une grenadine de soie avec des insertions à l'intérieur. Alors, explique-nous ce que c'est une grenadine de soie. La grenadine de soie, la grenadine de soie, vous en entendez beaucoup parler. C'est quelque chose de très particulier qui existe, qui a 2 endroits sur le lac de Caume. Ils sont fabriqués par 2 sociétés qui ont fusionné d'ailleurs l'année dernière. D'accord. Donc maintenant, il n'y en a plus qu'une. Et il se trouve qu'en fait, c'est fabriqué sur des métiers à tisser très anciens. Il n'y a plus grand monde qui sait les régler. Il n'y a plus grand monde que ça intéresse non plus. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Alors moi, la grenadine de soie, c'est au niveau du tissage que c'est. Oui, c'est un tissage particulier. C'est un tissage particulier, un peu comme de la gaze de soie. En italien, ça ressemblerait presque à une cravate tricot à certains moments. On a l'impression que ce type de tissage nous rappelle un peu la cravate tricot, alors que c'est pas du tout une cravate tricot. En fait, la grenadine de soie, en italien, on appelle ça garza di seta. Donc la garza, c'est de la gaze. Donc c'est très aéré. D'ailleurs, quand tu vois les échantillons à plat, c'est transparent. Tu regardes les couleurs, tu peux passer ta main dedans, c'est transparent. Là, d'ailleurs, on en a ici en non doublé. Tu verras que tu passes ta main. Voilà, très bien. Tu passes ta main à l'intérieur, tu as de la transparence. Regarde. Ah oui, ça c'est de la grenadine de soie. Ah oui, d'accord. Petite maille. Ah oui. Alors, j'ai mon équipe de réalisation qui me fait des grands gestes. Oui, je sais qu'il faut que je montre à la caméra. Là qu'on voit, je vois très bien. Ça, c'est de la petite maille. La petite maille et la grosse maille, il y a 2 mailles. C'est très joli. Grenadine de soie, mesdames, messieurs, chez Howards. Donc, tu distribues, tu as encore une gamme très large de cravates. Oui, alors ça, c'est un petit peu le best-seller, le petit bébé de la boutique. Celui-là les deux. La grosse maille surtout. Parce que celle que tu portes là, c'est ça? Alors oui, mais bon, alors moi je l'ai revisité parce que si tu veux, c'est un plat que je sers en magasin depuis 2007. D'accord. Depuis que tu n'avais pas ton premier étoile Michelin quand tu servais ce plat-là à l'époque. Pas encore, mais si tu veux, en 2007, j'étais carrément la seule boutique avec Charvet à proposer de la grenadine de soie à Paris. Il n'y en avait pas. D'accord. Il n'y en avait pas, c'était quelque chose que les gens ne connaissaient pas. Ça faisait à la limite même peur, parce que ça ressemblait au tricot, mais ça avait une forme pointue. Exactement. Parce que les cravates tricot, normalement, se terminent à l'équerre, tout simplement, bout carré. Et les cravates en tricot, c'est des cravates qu'on appelle des cravates tubulaires, qui sont fabriquées comme des chaussettes. Exactement. Donc ça ferait un petit clin d'œil à nos amis de mes chaussettes rouges. Cravate en tricot, c'est fabriqué sur un métier à plat. Ça n'a rien à voir, c'est une autre technique. D'accord. Tu vois, alors que là,
on la coupe, on la façonne, on peut la faire en 7 plis, en cravate normale, etc. Ça, tu la vends encore très bien, j'imagine. C'est un peu ton... C'est vraiment notre petit macaron. Ouais. Les gens viennent pour de la grenadine de soie, doublé, non doublé, triplé, non triplé, 7 plis, 3 plis. Ouais. Techniquement parlant, c'est quelque chose qu'on vend tous les jours. Et c'est aussi une cravate très facile à mettre parce qu'elle est faux unie. Du coup, elle s'adapte un peu partout. On la décline sur les principaux coloris. Et puis, c'est une jolie cravate. Mesdames, messieurs, je vous annonce quelque chose officiellement. En direct, je pense que je vais lui piquer sa cravate. Il ne va pas s'en rendre compte. Quand il va rentrer chez lui, je vais lui choper sa cravate et le mettre dans ma poche. Je lui ferai un chèque, bien sûr, la prochaine fois qu'il vient. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail parce qu'encore une fois, on va faire une autre émission complète sur la technique de la cravate, la technique de la chemise et toute l'anatomie et le merveilleux artisanat qui se cache devant tous ces merveilleux produits. En résumé, Howards, 45 rue d'Amsterdam, Frédéric Costa et son équipe, j'allais dire Frédéric Costa et son orchestre. C'est presque ça, parce que cet homme-là est presque un chef d'orchestre, à mon sens. C'est-à-dire qu'au-delà de diriger une entreprise qui vend des cravates, des chemises et des costumes sur mesure, il a vraiment... c'est un mélomane de l'art sartorial, c'est-à-dire qu'il aime cette chose-là passionnément. Et merci de nous l'avoir encore fait découvrir un peu, tes secrets de fabrication, en tout cas ta vision du monde sartorial. Donc, chez Howards rue d'Amsterdam, c'est mieux de prendre rendez-vous. Vous pouvez pousser la porte, évidemment, vous serez formidablement bien reçus. Si vous voulez faire un costume sur mesure, c'est peut-être mieux quand même de prendre rendez-vous. Les costumes à partir de 1 200 € en fonction du tissu. Les chemises, prix moyen d'une chemise chez toi en prêt-à-porter. Prêt-à-porter autour de 150 €. Autour de 150 €, vous vous rendez compte? Alors évidemment, ça peut sembler pour certains beaucoup. Bon, c'est quand même ce qu'on appelle le luxe abordable. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vrai que ça peut sembler être un budget pour beaucoup d'entre vous, mais tout de même, à 150 €, vous mettez votre argent au bon endroit puisque vous avez de la qualité. Et en sur-mesure, la chemise, à partir de... 250. À partir de 250 en sur-mesure. Ah oui, mesdames, messieurs, je pense que je vais retourner faire un petit tour chez Howards assez rapidement. Parce que franchement, pour de la mesure, moi j'ai vu ce qu'il fait en sur-mesure, c'est absolument magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est fait dans les règles de l'art. Donc ça, c'est vraiment costume sur-mesure, chemise sur-mesure. Je vous rappelle, avec un choix invraisemblable de cols, 9 cols en prêt-à-porter, et plus d'une centaine. Alors, le ciel est la limite, comme disent les Américains. The sky is the limit en sur-mesure. Tous les accessoires dont vous pouvez rêver, les cravates, les pochettes, les bandanas, les écharpes, j'imagine, etc., etc. Et puis, bien entendu, donc, les cravates qui sont la raison pour laquelle je suis rentré en contact la première fois avec Frédéric Costa et que je lui ai promis de le faire sortir du bois. Le moins qu'on puisse en dire, mesdames, messieurs, c'est que ça fait bien longtemps qu'il est sorti du bois et qu'aujourd'hui, il est distribué et apprécié, on peut le dire, sur toute la planète. Frédéric, c'était un bonheur, un plaisir comme d'habitude de t'avoir. C'est un plaisir partagé. Merci Hugo de m'avoir accueilli. Oui, à ma table. Et merci de partager ta passion, ton savoir et surtout ton énergie qui est devenue... Alors, quand je dis légendaire, c'est dans notre petit monde sartorial. Les gens qui ont croisé la route de ce jeune homme-là. Alors, je dis jeune homme parce que je te vois toujours. La première fois que je suis rentré dans ta boutique, tu étais un gamin. Bon, tu as un petit peu vieilli depuis, mais tous les gens qui ont croisé la route de cet homme ont été toujours très, impressionnés par sa passion, par son énergie et par le fait qu'il est complètement intarissable sur le sujet. Il peut vous parler pendant des heures sur la cravate. Ce qu'on va faire, lui et moi, on va s'ouvrir une petite bouteille de champagne, on va continuer à parler chiffon. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales. À très bientôt les amis. Au revoir.